Il y avait des morts. Ouais. Ouais. On ne racontera pas l'anecdote. Il se parle, l'autre. Malheureusement, dans notre vie, des fois, on a des gens qui nous aiment, des gens qui sont très proches de nous, qui peuvent nous tirer vers le bas parce qu'ils ont trop peur. Faut juste être conscient de ça. Il existe des gens qui ont décidé que depuis 1980, ils voulaient vivre avec 3 plumes dans le... Hop, et ils vivent comme ça, quelque part, reclus. Je pense que si je devais donner un conseil, je peux petite expérience, je me suis jamais marié, mais c'est faire attention à la Pour présenter l'invité, je propose de le faire en 2 temps. Je propose de... en fait, un peu de contexte. Bon, Jérémy et moi, on se connaît depuis très longtemps. Sophie et Jérémy se connaissent un petit peu moins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter Jérémy en retraçant un petit peu comment on se connaît, parce que j'ai oublié beaucoup de choses. Ensuite, Jérémy se présentera de lui-même, et ensuite, on abordera le sujet. Alors moi, je pense qu'on se connaît depuis 2013. Et on s'est connus, on l'a dit tout à l'heure, moi, je pense que je te connais depuis le Muséum, l'époque du Muséum. Pour les plus aguerris d'entre vous, c'était un bar rue 178, près du Musée National, où tu étais manager. Moi, je pense que je te connais de là. Ensuite, on y allait très souvent avec nos amis d'époque. Donc, voilà. Juste pour être sûr qu'on passe sur une bonne base, ça devait être plus début 2015. On a ouvert oui, le 2015. muséum. Non, je pensais que c'était en 2013. Bon, tu vois, déjà, ça commence très très mal. C'était quoi comme bar, ça? Moi, j'ai pas connu. Hein. Ah, c'était très cool. C'était un bar dans le corner 1378, café-resto, bar-restaurant. Franchement, super. Juste en face du musée national. Ouais, trop bien. Ouais. Dans la 178. Et ça a duré combien de temps? Moi, j'ai été là-bas jusqu'en septembre, je pense. Et ça a continué quelques mois derrière. Un peu plus longtemps que ça, non? Ouais, peut-être 1 an. Mais c'était très chouette. Hein. Il y avait la bière était pas chère. Hein. Enfin, c'était il y a 10 ans quasiment. Il y avait de la bonne bouffe. Nous, on a pas mal traîné là-bas. Ensuite, effectivement, tu as arrêté de travailler là-bas. Je pense qu'on s'est perdu de vue pendant très, très, très longtemps, au point que je sais même pas ce que tu as fait après. En fait, entre le muséum en 2015 et on a repapoté l'année dernière, parce que tu m'avais posé des questions. Non, on s'est recroisés plein de fois, mec. On a fait plein de soirées ensemble entre deux. Mais alors, au taquet même. J'ai plein d'images qui me viennent là. Vas-y. On traînait pas à un ensemble. moment, la pharmacienne, la Céline, tu te rappelles d'elle qui habitait dans la 63 oui, par tout exemple? à fait. Je me rappelle de pas mal de soirées sur son rooftop déjà. Dans le jacuzzi, là, dans la piscine. Là, Ouais. on a fait pas mal là-bas. Ouais, exact. Mais on n'a jamais été... Enfin, on s'écrivait pas pour sortir ensemble, quoi. Non, mais ça, jamais, de toute manière. Jamais. Non, mais ça n'arrivera jamais, d'ailleurs. Voilà. Mais ensuite, on s'est un peu repapoté, on réécrit l'année dernière où tu me posais des questions par rapport au solaire. Parce qu'il faut savoir que je suis un expert du solaire. Hein. On ne dirait pas comme ça, mais voilà, je t'ai donné du consulting gratuit. Sopana, la passion du solaire. La passion du solaire. C'était L'article est encore disponible sur Google, l'interview. Voilà, on mettra ça en incruste. Ensuite, c'est... On fait jamais. On fait jamais. Donc ensuite, mais je crois que pendant 5-6 ans, on s'est pas trop parlé, quoi. Ouais, il y a eu vraiment un gros creux et après on s'est revu 2 fois coup sur coup. C'est vrai qu'on s'est pas vu pendant 8 ans, puis ensuite on se croisait tout le temps. 2 fois d'affilée, on s'est retrouvés, c'était marrant. Une fois dans la rue, une fois au My Way. Ouais, une fois dans la rue, une fois au My Way où il y avait Sophie. Et du coup, je me suis dit que, de toute façon, je t'ai toujours apprécié. Tu as beaucoup de choses à raconter, et notamment sur les sujets qu'on va évoquer, ça peut être super intéressant. Donc voilà, c'était vraiment une chronologie très vite fait. Donc tout ça pour dire que Jérémy, c'est un Français expatrié au Cambodge depuis une petite dizaine d'années, un petit peu moins peut-être. Voilà, donc est-ce que Jérémy, tu veux te présenter par toi-même, dans les grandes lignes évidemment, dis ce que tu as envie de dire, et ensuite, tu as vu les restes du sujet, tu peux lâcher des petits teasers, et ensuite j'élaborerai. Est-ce que tu es d'accord avec l'introduction qui a été faite déjà? Ouais, vu que j'ai fait des petites corrections et que je me suis permis de mettre mon grain de sel, on est d'accord. Est-ce que tu as bien vendu? Pas trop. Ouais, pas trop. C'était neutre. Hein. C'était une présentation plus qu'une vente en fait. Hein. Mais bon, vu qu'on n'est pas là pour me vendre, ça me va. Ah, mais t'as le droit de te vendre. Hein. Ouais, ça va bientôt faire 10 ans. Hein. En octobre ou novembre, ça fera 10 ans que je suis ici. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais juste... Donc, on a compris que tu étais manager d'un bar. Aujourd'hui, tu as monté ton affaire, un café-restaurant, c'est ça, à Tak Mao. Ouais. Entre les deux, c'est quoi ton parcours dans les grandes lignes? J'avais racheté un hôtel, je sais pas si tu te rappelles, en 2016, j'avais racheté un hôtel bar-restaurant que j'ai perdu en 8 mois. Attends, je viens d'avoir un flash. Et donc ça, c'est pareil. En plus, j'ai des photos avec toi, d'ailleurs. Au cyclo, non? Ouais, au cyclo, oh, putain, sur le jacuzzi. Attends, mais t'as... J'ai des photos de toi, d'ailleurs, au jacuzzi, sur des soirées qu'on avait fait. Où, je sais pas, tu voulais pas devenir DJ à un moment?
Non, c'est pas moi. C'est pas toi qui voulais devenir DJ? Non, t'en dis pas ça devant Sophie, il va se foutre de ma gueule. Non, c'est pas moi. Je connais pas cette partie. Je connais pas cette crois vie que c'était parallèle de Malo Sopana. qui... Non, c'est Malo qui voulait. Avec Malo et je pense Attends. il y avait peut-être que Malo, ouais. Attends. On se garde une anecdote, mais t'as une anecdote de malade mental au cyclo. J'en ai plein, moi. Non, mais celle où il y a eu un accident, un malheureux accident au cyclo. Ah ouais. Bon, on n'est pas obligé de la raconter. Ouais, on n'est pas obligé. Ouais. D'accord, si tu peux la raconter, on la raconte. Il y a des moments plus intéressants. Il y avait des morts. Ouais. Ah, merde. On ne racontera pas l'anecdote. Non. Il se marre, l'autre. Bah, c'est bof. Non, mais parce qu'elle est malade et vous avez un peu Enfin, voilà, non, je ne dis rien, mais tu nous avais montré les photos, j'ai fait ouais. Enfin, ouais. Non, voilà, on nous raconte. Ah, t'as eu le droit de voir des photos, toi? Oui, tu m'as. Voilà, parce que j'étais. Voilà, donc t'avais racheté le lease ou t'avais racheté le business. le fonds de business? C'était un rachat du business. Mais ouais, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de charges fixes. Le bâtiment, il était cher. Excuse-moi, il y mais avait le beaucoup cyclo, de choses. c'était génial. Enfin, le chef, c'était de la bouffe française. Ouais. Bon, c'était de la bouffe simple, entre guillemets. J'avais mais gardé c'était- le concept en plus. C'était super bon, un peu comme The Corner sur Riverside. Enfin, l'endroit était cool. Dans la rue 172, c'est la rue un peu ghetto, mais Ouais, ça a changé encore. Hein. je sais C'était pas. beaucoup plus propre. Là, j'ai l'impression. Enfin, Ça fait longtemps. c'est plein de bars à filles maintenant. Il n'y en avait pas D'accord. autant à l'époque. Ouais. Puis il y avait le Blue Dolphin qui existe encore, je crois. Ok, donc tu as arraché le cyclo et ensuite ouais, oui, attends, c'est... Donc après, ça m'a un peu mis un froid, on va dire. Ah bon? Donc j'ai eu quelques périodes où je voulais plus travailler dans la restauration, quelques temps où je voulais plus faire de restauration, rien du tout, quand je l'ai Ok. perdu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans les jardins. D'accord. Tout début, j'ai fait des systèmes aquaponiques. Donc il y avait personne qui faisait ça ici, c'était intéressant. Tu supplyais des... Non, je l'ai monté. Mais pour les gens? Enfin, tu le fais? Ouais. Ok. C'est, au début, ça a été pour des particuliers. Après, j'avais monté le Skybar et le jardin sur le toit du Palace Gate, là. Tu vois, juste en face du Palais Royal. Ouais, Palace Gate. Et après, je travaillais pour une association qui s'appelle Koya Project et on bossait dans des orphelinats ou Koya des écoles. Koya. Koya, d'accord. Koya Project. Et on montait des systèmes, ouais, orphelinats et écoles publiques. D'accord. Mais j'ai fait ça un temps. Après, j'étais vachement tout seul. J'ai eu l'occasion de travailler avec un Français en landscaping. Et ça, c'était bien. Ça m'a permis de... Avant, j'apprenais tout seul, quoi. J'ai passé ma vie à faire des tutoriels sur YouTube, à mater des trucs tout le temps pour apprendre. Mais vraiment, t'as switché sur landscaping, enfin, clairement nature, quoi. Enfin, Ouais. Bon, en fait, donc les systèmes aquaponiques, c'est de la culture hors sol. ouais, Et en fait, après, je me suis reconnecté vraiment à la terre, au sol. Et ouais, c'était cool. Puis c'est surtout, ça me permettait d'échanger en direct avec quelqu'un, avec un professionnel. Mon pote, c'était un ingénieur agronome, donc il avait pas mal de choses intéressantes à raconter. Et donc, c'était cool. J'ai fait ça quelques années aussi. Ok. Et voilà, fil en aiguille, j'ai commencé à faire les fleurs. Fil en aiguille, j'ai ouvert un café-resto. Ok. T'as réussi à faire pousser des choses qui ne poussent pas ici normalement ou pas? Ouais. Mais Des fois, ça arrive, ouais. Non, mais je on reste dans le légal. je parle de, Oui. je sais pas, genre des fraises ou des... Ah bah des fraises, figure-toi. Ouais, les fraises, ça marche. Ouais, en ce moment, moi, j'aime bien faire ça, en fait. C'est un travail d'acclimatation. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver une variété qui déjà accepte de germer ici, mais qui n'est pas très commune ou qu'on n'a pas ici. Je vais essayer de trouver la graine qui accepte de germer ici. Et après, en lui faisant passer 4-5 générations sur place, tu l'acclimates, en fait. Et donc, elle est de plus en plus productive, de plus en plus Il y a un genre résistante. de mutation. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu l'acclimates elle va apprendre, elle, dès qu'elle va passer... dès qu'elle va être en vie, en fin de compte, sur le territoire, elle va absorber des connaissances sur tout, sur le taux d'hygrométrie, sur la pluie, sur le soleil. C'est comme la mutation génétique chez les humains, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu sais qu'à peu près, il te faut 5 générations pour vraiment avoir une génération stable. Vraiment, elle est habituée Puis les cycles, la durée des cycles, ça dépend de la variété. Ça peut être 3 générations par an, tout comme une génération par an. Donc tu Tout peux quand même faire une muter assez génération rapidement. tous les Ouais. 2 ans. Ouais, ça dépend des trucs que tu essayes. Oui, c'est pas des trucs genre ça fait 20 ans, quoi. C'est assez rapide. Non. C'est moins d'un an, quoi. Bah, une génération, c'est une pousse. en Ouais, fait, c'est ça.
jusqu'au cycle de graines et que tu relances. Ça. Donc ça dépend des variétés. Il y a des trucs, ça va être 2 à 3 fois l'année. Il y a des trucs, ça va être une seule fois l'année. Il y a d'autres trucs, ça va être... Tu penses que la mémoire qui permet l'adaptation du gène se fait à quel moment? C'est petit à petit, moi, je pense. Je pense pas qu'il y ait de changement radical. Il y a des changements petit à petit qui se font... Genre, c'est par rapport aux agressions extérieures? Ouais, l'environnement, on va dire. L'environnement, ouais, ça peut être la Ça peut être une température. agression. Est-ce que ça peut être les bêtes aussi qui peuvent... Ouais. Clairement. C'est des gros problèmes d'ailleurs, les insectes ici pour, Ouais, clairement. C'est compliqué. Hein. Moi qui suis un pro agriculture organique, tu t'aperçois que c'est vraiment un dossier très complexe. Mais il y a énormément d'insectes. C'est un peu une guerre. Hein. Quand tu es agriculteur, tu as un peu comme une guerre contre le vivant. Hein, parce que toi, tu essayes de sauver ta matière et tu as des insectes dans tous les coins qui essayent de tout dépouiller. Tu connais Monsanto ou pas? Ouais. Tu peux pas sprayer du... Sprayer. Tu peux sprayer. Tu connais le verbe sprayer? Tu peux pas diffuser du gros insecticide, de pesticides de bâtard. Bah c'est ça, nous on fait pas ça. En fait, moi je travaille vraiment de manière le plus respectueuse et organique possible. Mais malheureusement, si, c'est vrai qu'il y a des fois, quand tu pratiques ce genre d'agriculture, tu comprends comment on en est arrivé à un moment à trouver des solutions aussi radicales que les pesticides et qui tuent toute chose parce que ouais, c'est un peu une guerre. Hein. Il n'y a pas le choix, sinon tu produis pas assez. Enfin, ou en fait, tu voire pas du tout. Ouais. Moi, en fait, ma marque de fabrique, elle est un peu comme ça. C'est comme ça qu'on travaille avec les fleurs. C'est que si à un moment, j'ai une variété qui disparaît complètement parce qu'il y a un insecte quelconque qui l'a bouffé, bah, c'est comme ça. Moi, j'accepte qu'à un moment, tu peux trouver des solutions naturelles. Tant de travail, quel qu'il soit, puisse être complètement gâché juste parce qu'à un moment, il y a un insecte qui a tout déglingué. Donc moi, ça, c'est ma politique à moi. Et donc, il faut que les clients, ils soient... Après, il faut que tu peux trouver des solutions naturelles, je présume, pour te prévenir des insectes. Ouais, mais... Oui, il y a des solutions, mais globalement, tu vas t'apercevoir qu'il y a aussi des... même ce qu'on va appeler naturel, ça reste quand même toujours assez violent, en fait. Et ça a toujours des répercussions sur ton biotope, toi, sur ta plante. Tu veux vraiment laisser la nature faire son travail. Ouais, c'est ça. Elle se débrouille. Bon, en tout cas, je te propose qu'on en parle dans une seconde partie. Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième partie, là. On est en train de foutre. Attention ne bousculez pas mon script, autrement je vais être totalement perdu. Alors, désolé pour la sortie de route. C'est pas un problème, nous sommes là pour ça. Alors moi je propose de passer au premier sujet. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné qui est très important, c'est le sujet de la première partie, que Jérémy s'est marié depuis un an, c'est ça? Tu t'es marié en février, il me semble, 2023, avec une femme khmer, une locale d'ici. Et j'avais tout un tas de petites questions à te poser à ce sujet-là. Donc, on va y aller petit à petit. La première question, est-ce que tu peux nous raconter quand et comment tu as rencontré ta femme actuelle? Est-ce qu'on peut nous dire son prénom ou c'est pas... Ouais, si tu voulais. Il s'appelle Shiva, c'est ça? C'est stylé comme prénom de s'appeler Shiva. C'est un pseudo ou c'est son vrai prénom? Son vrai prénom. Putain, stylé. Alors, elle parle français, il ne faut pas dire trop de bêtises. Hein. Elle va tout comprendre. À 85%, normalement, elle va tout comprendre. Ouais, c'est ça. Bah oui, j'ai discuté avec elle. Si on va vite dans de la joke, on va la perdre, mais... non, mais j'ai papoté avec elle, elle parle super bien français. Enfin non, je te laisse répondre. Donc, quand et comment tu as rencontré Shiva? Alors, moi, je suis un maître de Viet Vo Dao Tai Chi Qigong depuis 7-8 ans maintenant. Et, il a une ONG, une association à Tak Mao. Tu peux juste dire ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Viet Vo Dao, c'est du kung-fu vietnamien. Tai Chi, je pense qu'on connaît tous un petit peu le Tai Chi avec les papilles dans les parcs. Là. Qigong, c'est pareil, ça a une autre branche de tout ce mélange-là, et c'est ce qu'on appelle les arts internes. C'est des arts de circulation énergétique, justement ce que je te disais tout à l'heure, travailler sur la souplesse tendino-musculaire. Et entretenir la souplesse, c'est plus important que de gainer, même si les deux sont importants, mais s'il devait y avoir un pôle, la souplesse est plus important. Et voilà, donc je suis ce maître depuis 7-8 ans, et lui, donc il a une association depuis 25-30 ans. Et ma femme, en fait, est une des premières élèves de cette association. Ouais. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Et en fait, elle est la voisine du centre de pratique. D'accord. Sa maman, c'était un peu la femme de confiance du centre aussi.
D'accord. Et c'était quand ça que tu l'as rencontré du coup? En 2020. D'accord, ok. Ok. Et donc tu t'es marié avec elle en 2023. Ouais, alors il y a eu un premier mariage en France en 2022, Ah ouais? un deuxième mariage au Cambodge en 2023. Trop bien. En soi, on a eu 3 couches de mariage. Purée. C'est-à-dire qu'il y a eu la première couche en début 2022, même pas, je dis des bêtises, en fin 2021, quand, quand je passais beaucoup de temps là-bas. Parce que les voisins, ils parlaient de trop. Tu avais de voir le baron qui était là, il savait bien ce que je faisais. Et donc, on a eu un moine qui était venu faire une cérémonie, une première cérémonie, improvisée. À la base, il venait faire le blessing du restaurant pendant les travaux. Et un gars magique. Hein, Lui, un gars magique? Ouais, ce moine-là, il est assez dingue. C'est le chef des guérisseurs et des médiums. Non. Donc, ouais, il fait un bon travail, hein, parce qu'il est arrivé le matin. Nous, l'après-midi, la veille, on avait parlé avec Shiva, on disait, bon, on va essayer de voir avec l'Octa si dans 10 jours, 15 jours, il peut organiser une petite cérémonie de fiançailles pour qu'on soit tranquille avec la communauté. C'était vraiment histoire de ne pas avoir de problème avec la communauté, parce qu'il blablatait trop. Parce que et il y avait la maman qui n'arrêtait pas de dire, ah, là-bas, ils ont dit ça. Et puis, là-bas, ils ont dit ça. Alors, c'est sûr que Shiva et moi, on s'en foutait. Mais un moment, pour la maman, qui, elle, subissait le truc, on s'est dit, il faudrait qu'on trouve une solution. Et lui, il a été magique, ce gars, parce qu'il est arrivé le lendemain matin en disant, bon, en fait, Jérémy, il n'a pas de famille, Shiva, il n'a pas de père, j'ai décidé... Donc ça, c'est ce qu'il a dit à la maman de Shiva. Hein. Donc j'ai décidé qu'on allait les marier ce matin. Quoi. Et donc, à 7h du matin, il nous a improvisé un mariage. C'est génial. Comme ça. C'est un peu comme à Vegas, tu te maries comme ça. Et du coup, vous l'avez fait dans la motivation de vraiment... Enfin, on en reparlera, mais là, c'était vraiment pour être tranquille et pas qu'il y ait de ragots, à proprement parler sur ton couple. Ouais, c'est communauté et ancêtre. Donc, il y a eu... Donc c'était religieux, quoi. C'était avec un moine. D'accord, ok. Et ok, très bien. Et avant... Civilement, vous avez fait des choses ou juste... Donc ça, c'était vraiment une couche, on va dire, superficielle, mais c'était un premier pas. Après, on est allé en France. Là, on a fait un mariage officiel en mairie en France. Waouh! Pas trop galère pour les papiers et compagnie? Bah, c'est pareil, ça a été rapide. Ça, on a eu une chance, en fait, parce qu'il y avait un passage de grade. Donc, Shiva, elle est ceinture noire de Viet Vo Dao, et là, elle avait besoin de passer sa seconde dan à Paris. Et donc, on a profité de l'invitation de l'association et ceci pour les passages de grade. Et en fait, on avait 45 jours en France. Putain. Moi, je suis allé dans la mairie de ma commune, je suis allé voir tout le monde, j'ai fait tous les papiers, tac, tac, et hop, on a tout validé. Quelle commune? Romilly-sur-Andelle, dans le 27, dans l'Eure. Ah, je ne sais même pas où c'est. C'est un petit village, 5000 habitants. On mettra en incruste. Vous êtes forts en bagarre, alors tous les deux. Faut pas les embrouiller. T'essaies de les embrouiller, tu te prends un high kick dans la gueule. Non, mais j'en ai fait du Viet Vo Dao pendant un an aussi. Du Viet Vo Dao ou du Vo Vinam? Non, du Viet Vo Dao. Ok. C'est beaucoup de ciseaux et des trucs un peu... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça ressemble plus au Vo Vinam, ça. Si tu le sais en un an qu'ils font des ciseaux, c'est que tu as fait plus du Vo Vinam. T'as des vidéos de toi qui pratiques ça? On en mettra en incruste aussi. Non. C'est stylé, n'empêche. Il y a des vidéos où je suis dans les trucs. Je sais même pas où elles sont déjà, je les ai déjà vues, mais je les ai pas avec moi. Gros, faut pas vous emmerder. Ok, donc mariage religieux donc, au Cambodge, ensuite civil en France, c'est ça? Et ensuite, le dernier mariage... ici, avec les 450 personnes, pour la maman, parce qu'en fait, Shiva, elle est fille unique. D'accord. Et donc, pour la maman, il fallait cette célébration. Ok, bah c'est cool en tout cas. Alors, pour le sujet mariage, je te propose qu'on en reparle un petit peu plus tard. Comme vous voulez, monsieur. Et du coup, ouais, donc tu t'es marié, donc c'est allé très vite finalement. Enfin, tu as scellé ta relation assez tôt, parce que bon, pour la première couche de mariage... Beaucoup trop vite. Normalement, j'avais toujours dit dans ma vie... J'ai beaucoup eu de relations de 3 et 4 ans. Donc je me disais, toujours dans ma tête, mon optique, c'était je ne pourrais jamais me marier avec quelqu'un avant au moins d'y être avec elle depuis 4 ou 5 ans, parce que j'ai passé ma vie à faire des sauts de 3 à 4 ans. Mais là, c'est la culture. Tu disais, du coup, que le fait que ta femme, du coup, parle français sans accent quasiment, ça peut porter à confusion et les gens ont tendance à lui parler peut-être trop... Ouais, comme s'il était natif, comme si elle était née en France et grandie en France. On a vraiment l'impression qu'elle est née en France. Il y a
Il y a même des gens qui ont vécu en France des années qui ont plus d'accent qu'elle, par exemple. Elle doit mieux parler que certains Khmer de France. Khmer de France. Pas Khmer, enfin genre moi, ma mère elle parle méga bien français, mais peut-être ta mère elle parle pas très bien français par exemple. Ouais, ma mère parle pas très bien. Mais ouais, du coup, tu as des exemples de. Enfin, c'est dans la vie de tous les jours ou Pas particulièrement d'exemples, mais c'est vraiment des cas de figure où tout le monde est sûr d'avoir compris. Ouais. Parce que si tu c'est bon, t'as compris, elle va te dire bah ouais. Et donc toi, tu dis c'est bon. Et donc en fait, tu t'aperçois, parce qu'après, c'est de l'usure. C'est qu'à un moment, tu t'es fait piéger quelquefois dans ce. On est clair et en fait, on n'est pas clair du tout. Non, mais après, donc ça demande du pour moi, il y a temps. différents niveaux de gravité. C'est que si elle l'a mal compris, oh, tu peux me donner l'eau, elle te passe le coca, bon, c'est pas grave. Mais moi, c'est plus au niveau des discussions profondes de couple, tu vois. Je sais pas si vous parlez de votre relation, je sais pas, de votre futur. Tu vois, quand c'est des discussions un peu Ouais, plus mais deep. ça peut arriver, mec. Ouais. Ça peut arriver. Après, il n'y a pas eu d'accident majeur, mais j'ai déjà vu, je me suis déjà aperçu que par moment, on pouvait avoir des interprétations complètement différentes parce que j'ai dit quelque chose qui a été interprété de façon complètement différente à celle où je l'ai dit. Parce qu'en fait, la question, c'est même pas par rapport au français, c'est vis-à-vis juste de la bonne communication intra-couple, tu vois. Des fois, je réfléchis à ça et je me dis que dans tous les cas, je pense que c'est un cas de figure qui arrive dans tous les couples. C'est-à-dire que même si on était deux Français, Ouais, bien sûr. de toute manière, des incompris, il y en a plein dans les couples. Mais bon, entre deux Français, tu as moins de risques qu'il y ait des erreurs de communication parce que vocabulaire, parce que syntaxe ou peu importe. Ouais. Là, c'est vraiment. T'as les mots, mais tu sais, des fois, déjà quand tu parles par message et à l'oral, tu peux déjà avoir des différences, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des gens dans ma vie avec qui, par message, je vais tout le temps m'embrouiller, en fait. Parce que il n'y a pas le non-verbal, il n'y a pas l'expression faciale, il n'y a pas ce truc-là. Et moi, peut-être, dans ma façon d'écrire, je crois que je suis un peu sec, tu vois. Ouais. Et donc, les gens, ils pensent que je leur parle mal, tu vois, alors que non, c'est juste que je mets des points à la fin de mes phrases. Les messages, de toute manière, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Les couples te le diront. Enfin, tu peux vite t'embrouiller par message. C'est interprété différemment que ce que tu as dit. La théorie veut que les mots comptent pour 7%. La tonalité, le rythme de parole, ça compte pour 38%. Et le body language, ça compte pour du coup le reste 55%. Enfin, c'est la théorie, mais bon, en gros, ça veut dire que quand tu envoies un message à quelqu'un, tu fais pas passer forcément le message que tu as envie de faire passer. T'as beau, Ah ouais, c'est ça, tu as une énorme énergie de manière. Hein. Les mots, ils veulent pas dire grand-chose. Hein. C'est vraiment l'intention qui fait toute la différence. Quoi, hein. On le voit, nous, avec nos ponctuations à la française, avec des enculés, putain, des trucs comme ça. Soit... ces mots-là, selon la configuration et l'énergie, l'intention que tu mets derrière, ils sont complètement... Après, tu sais, tu as des gens qui sont plus expressifs par message. Moi, quand j'écris, je mets vraiment que la data nécessaire pour être compris. Et je vais pas mettre tellement d'intonation, je vais pas mettre trop de smiley, je vais pas mettre trop de trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que il faudrait, je pense quand même que j'adoucisse un petit peu mes... Mais les smileys, malgré tout, c'est essentiel hein, dans l'écriture du truc. Hein, de commencer des fois par moment, ça te sauve le message de pouvoir implanter l'émotion au début. Ouais. Genre, je suis pas content. Et après, tu pars avec un truc. Ou je suis joyeux, tu peux sortir exactement la même phrase. Mais je pense que c'est ultra important, mais moi je trouve qu'aujourd'hui on vit dans une ère où, enfin moi le premier, je suis un big time texteur, quoi. Je fais que commenter par, enfin c'est un truc dans Tinder, je crois. C'est un critère dans Tinder. Essentiellement moi quand je parle, je passe ma vie à envoyer des messages à des gens, quoi. Et effectivement, il y a, dans le pro, je trouve que ça va, tu vois. Bon, si tu parles à tes staffs, juste de l'opérationnel, ça va. Mais tu sais, quand tu parles à tes potes ou à ta compagne ou même quand tu essaies d'avoir des discussions sérieuses avec tes potes en écrit, tu perds 90% du message est perdu, quoi. Ouais, et sinon, après, justement, on va aller se répandre et faire plein de formes. Parce que justement, on est conscient de cette perte et tu essayes de la rééquilibrer. Sinon, tu as le Cambodge qui, c'est, la mode, c'est d'envoyer des vocaux, quoi. Et du vocaux, moi, je trouve que c'est quand même si c'est relou et que les Cambodgiens le font beaucoup, c'est quand même très utile, je trouve, quand tu as des trucs un peu plus sérieux à dire. Au moins, tu as la tonalité, au moins, tu as le débit de parole. Et du coup, tu comprends un petit peu mieux, tu fais passer mieux le message que tu as envie de faire passer, quoi. Tu fais passer ton humeur. L'humeur. Sur la voix. Ouais. Si tu veux montrer que t'es pas mécontent, tu le dis d'une façon plus enjouée. Ouais.
Et, alors que quand tu écris... Mais moi, les Khmers m'ont jamais écrit, tu vois, par exemple. Ouais. C'est très très rare. Parce que je pense qu'il y a quand même un... Bon, ça c'est un sujet récurrent dont on parle tout le temps, mais ils ont vraiment besoin de se sentir un peu rassurés dans la communication, Ouais, que, ouais. Ouais, absolument, ouais. que le message a été reçu, qu'il n'y a pas, y a pas eu de mécontentement. Tu vois. C'est pour ça, tu sais, quand il y a un truc qu'ils disent tout le temps, les Khmers, c'est Oki, Oki, non, noted, Ouais. noted Oui, bang, oui. un truc comme ça, tu vois. Et c'est. Alors que nous, bah, on dit juste OK, tu vois. Enfin, moi, je sais, des fois, moi, je sais, hein, moi, tu lis mes historiques de chat, des fois, je marque OK, point. Et Ça, je c'est un sais peu que- sec. je sais qu'il y a des gens, ils pensent que je suis vénère, alors que non, en fait, c'est. Bah, il y a un truc, je dis OK, tu vois. Ouais, j'utilise beaucoup le hockey, mais j'utilise le noté aussi maintenant Oui, depuis pour que je suis dans m'adapter. le- ouais. Et toi, du coup, t'as appris le khmer un petit peu ou t'apprends le khmer? T'es dans un process de... Ouais, d'essayer j'ai de- un khmer professionnel, on va dire. J'arrive à les secteurs professionnels dans lesquels je suis, j'ai le vocabulaire pour me faire Ouais, c'est ça. comprendre. Après, en langage euh, commun et comment dire daily, je suis pas très bon. Mais du coup, avec Je le suis même Shiva, mauvais. tu fais que parler... Enfin, vous faites que parler français. C'est ça aussi, ouais, c'est qu'elle Mais c'est parle qu'en- tellement bien C'est français qu'en que fait, c'est ça, ouais. Tu vas pas perdre ton temps, entre guillemets, à... Bon, après, l'idée, ça peut être aussi qu'elle te parle un petit peu en khmer, tu sais, des petits mots de simple, je sais pas, passe-moi sel ou des... Enfin, peut-être plus compliqué que ça, mais de manière à, tu vois, graduellement Mais t'enseigner. ça, je vois globalement. Donc, mes derniers couples, c'était un peu ça, hein, parce que mon avant, j'étais avec une anglaise et après, j'étais avec une américaine. Donc, globalement, j'aurais dû. Mes niveaux d'anglais, ils auraient dû exploser. Que dalle, hein. Franchement, on a toujours parlé français. C'est ça aussi, c'est que à chaque fois, il y a le français entre nous deux. Bah ouais, mais justement, moi je me Enfin, demandais, parce qu'il n'y a pas que la langue, il y a aussi la culture, tu vois, les références. Tu vois, moi, même si je date une fille qui parle méga bien anglais où il n'y a pas de problème, tu sais, si elle n'est pas française, on n'a pas les mêmes références, pas le même humour. Moi, j'aime bien faire rigoler, donc ça peut être très problématique. Et du coup, moi, j'étais même à me demander, putain, mais est-ce que vaut mieux pas que j'essaie de sortir avec des françaises, tu vois? Parce que pour justement cet aspect culturel, pas que pour la langue, tu et vois. t'en es où là? Et là, je suis célibataire. La dernière que j'ai euh, avec qui je suis resté, elle parlait méga bien anglais. C'est pas de problème de communication. Mais après, Donc, c'était une khmer. ouais, c'est une Khmer. Après, ça va, elle adorait tout ce qui était français. Donc voilà, elle avait un petit pied dans la culture française, elle parlait un petit peu français. Donc voilà, il y avait ce petit aspect un peu de culture française, mais très très petit quoi. Mais je suis en train de me demander si en fait, c'est pas pour moi, je serais pas plus épanoui avec. Déjà, moi, la barrière de la langue, c'est indispensable qu'il doit y avoir une bonne communication, que ce soit le français ou l'anglais, parce que mon khmer est très moyen. Mais après, voilà, il y a plus que la communication, il y a effectivement toutes ces histoires de le fossé culturel, quoi, le gap culturel. D'ailleurs, c'était un peu mon second point. Bah, juste un truc, pour moi, ce dont tu parles, c'est ce que moi j'appelle les séquences de pensée. Ouais. En fait, on a tous des blocs de séquences, de façons de penser, Ouais. qui font que, en fait, entre les différentes cultures, on a, je sais pas comment on peut appeler ça un peu des automatismes, tu vois, Ouais. ou des heuristiques. C'est si telle personne fait telle ou telle chose, c'est parce que elle pense ça ou elle pense Ouais. ça. Et tu peux voir qu'il y a de la disparité quand même entre les cultures dans la conception de la séquence de pensée. Et je trouve que les conflits en fait intercouples viennent de là. C'est que ils ont eu des séquences de pensée avec lesquelles ils ont grandi, ou elles ont grandi, qui font que toi, quand tu rentres dans une pattern de séquence, toi, ton début, il va dans un sens, et en fait, dans le fait d'anticiper donc le début de la séquence de ton action, bah, quand tu as des fossés culturels, la fin, elle va l'interpréter autrement. Je sais pas si c'est clair ce que je Ouais, non, raconte. c'est absolument clair. Et moi, toutes les disputes que j'ai pu avoir dans mes couples, ça a toujours été des problèmes comme ça, en fait. Tu fais ça parce que des fois, tu vas sous-entendre des choses, parce que toi, dans ta conception
de ton non-dit, c'est le truc normal. Mais quelqu'un qui vient d'une culture différente, quand tu vas faire quelque chose, ça va vouloir dire autre chose. Et à cause de ça, tu donnes ça donne à des quiproquos qui font que ça interprète mal. Et après, c'est pour ça que le manque de communication et le manque de tests de compréhension, c'est ce qui crée de la dispute. Mon point, c'est que c'est quand même important de ne pas juste rester campé sur ces mots et se dire j'ai dit exactement les bons mots et mon sens est bon et c'est bon. Mais il faut quand même tâter, voir que tout ce que j'ai dit a été bien interprété. Et ça, si tu le fais pas, en fait, tu fais que creuser l'écart de plus en plus. Et là, typiquement, l'exemple dont je parle, c'est que moi j'étais avec une Américaine aussi d'origine cambodgienne. Et il y avait un gap de culture entre mon côté français et son côté américain. Tu vois. Et même si on se comprenait dans les mots, il y a parfois des séquences où elle prenait mal des choses parce que moi, dans ma séquence, c'était quelque chose de normal et dans sa séquence à elle, c'était quelque chose de vexant. Tu vois. Mais c'est même pas... Parce que là, on parle différences culturelles khmer-françaises, mais en fait, même entre Français, on peut avoir des différentes séquences de pensée. Mais c'est d'autant plus accentué quand c'est de cultures, de pays différents. Quoi. Mais et puis, tu t'aperçois qu'en fin de compte, ne serait-ce que la notion de réalité et de perception de la réalité de tout un chacun diffère. Déjà. Ouais, et tu t'aperçois, je discutais avec une psy de couple il y a quelques temps, là, il y a quelques mois, et elle me disait, c'est incroyable, perpétuellement, quand tu discutes avec des couples, ils vont te raconter une séquence à un moment précis où ils y étaient tous les deux. Normalement, ils ont vécu exactement la même chose tous les deux. Et quand il y en a un qui la raconte ou l'autre, en fin de compte, ils ont perçu les choses totalement différemment, à tel point que tu pourrais penser que c'est à un autre moment, à un autre endroit. Ouais. Et non. C'est la Ils sont version. vraiment en train d'expliquer le même moment, mais il y en a un qui l'a perçu d'une façon et l'autre qui l'a perçu d'une autre façon. Et on a complètement cette notion de réalité. Qu'est-ce que la réalité de toute manière, la réalité, elle est vraiment propre à chacun. Tu t'aperçois... C'est pour ça que dans les interrogatoires de police, on appelle ça la version des faits. C'est chacun vit en fait donne sa version des faits, un crime ou une action sous un prisme. Et c'est vrai que notre cerveau, il a tendance en fait à filtrer ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas envie de voir. Complètement. Perpétuellement. Et on est obligé d'ailleurs, parce qu'il y a tellement d'informations. Si tu étais connecté à toutes les informations, on croulerait sous l'information. Donc, pour pouvoir évoluer dans ce bain de data, bain d'informations, on est obligé d'être sélectif. Ce qui fait qu'à un moment, on voit toutes des choses différentes. Cette fonction, ça s'appelle l'inhibition. C'est l'inhibition de la donnée. Et par exemple, il y a une maladie qui s'appelle l'inhibition latente. C'est quand tu n'es pas capable d'inhiber certaines choses et que tu prends toutes les datas dans la tête. Moi, je sais que j'ai un peu ce problème-là. C'est quoi les symptômes, du coup, quand tu inhibes pas et tu prends toutes les datas ? C'est que tu as trop de données à traiter en même temps et quand ta cognition elle n'est pas assez haute, tu es en surchauffe, en fait. Tu fais des mini burn-out de pensée, en fait, parce que tu as trop de stimuli en même temps. Ce qu'on appelle aussi beaucoup, et c'était à la mode, alors à un moment, tu n'arrêtes pas d'en entendre parler, c'est ce qu'on appelle les hypersensibles. C'est qu'à un moment, tu vas avoir une capacité d'observer dans la totalité du spectre et de voir tellement de détails qu'à un moment, ça t'amène à de l'hypersensibilité, de l'empathie exacerbée. Je vais dire quelque chose, je vais très mal le formuler, mais en gros, notre perception de la réalité dépend de ce qu'on vise. Il y a un exemple, tu sais, ça tourne un peu, c'est des trucs les shorts que tu vois, c'est la théorie de la voiture rouge. Là, si je te demande combien de voitures rouges tu as vues en venant de chez toi à Takmao ici, tu vois, tu es incapable de me dire. Par contre, si là, je te redemande la même question quand tu vas rentrer chez toi, tu vas potentiellement en voir partout des voitures. Donc en fait, ça en fonction de ce que tu vises, tu vas percevoir la réalité d'une certaine manière. Tu as beaucoup de maîtres qui te diront tu es exactement ce que tu crois et ce que tu sais. Voilà, c'est un très bon résumé. Du coup, moi en tout cas, j'ai un petit doute sur ça, mais... Sur le fait que ce soit un très bon résumé ou... ça...
J'avais des doutes aussi. Alors ça, c'est un truc que j'entends depuis des années. Hein. Et je m'aperçois avec le temps que j'accepte et je valide de plus en plus cette phrase. Mais je me rappelle aussi avoir cette un peu Bah, en fait, moi, cette moue la première fois on me l'a dit. j'ai une J'étais là, petite nuance à apporter, c'est que c'est vrai que tu penses être souvent, enfin, tu crois souvent être ce que tu penses, mais moi, j'essaie toujours de me détacher et de me dire que je ne suis pas mes pensées, tu vois. En fait, j'ai des pensées, mais on a quand même une part de libre arbitre, et nos pensées sont vachement conditionnées par ce qu'on a vécu. Et tu vois, Alors moi, j'ai pas dit ce que tu penses, j'ai dit ce que tu crois et ce que tu sais. Ce qui est quand même deux états de la pensée. Certes, si la source est la pensée, il y a un moment où tu pratiques un peu la méditation, toi, donc ça, tu vas l'avoir. Tu vas t'apercevoir que tout le temps, quand tu reviens dans ta verticalité naturelle et que tu vas te mettre dans une intention de méditation, tu t'aperçois que tu es vraiment qu'un récepteur. Et en fin de compte, tu as un flot de pensée Ouais, c'est ça. perpétuel Ouais. que tu dois justement, la méditation, c'est reprendre la place de l'observateur et c'est vraiment reprendre la supériorité sur ce flot de pensée et savoir que c'est qu'un flot de pensée. Et qu'ils le ne t'appartiennent siège, pas. le siège de la pensée. Ils ne t'appartiennent pas tant qu'il n'y a pas une vibration commune à toi et qui fait que tu te l'appropries. Au début, elle n'est qu'un flot. Et d'ailleurs, c'est ça. tes croyances et justement tes croyances et ton savoir, elles ont une fréquence, une vibration qui fait que ce flot de pensée, de toute manière, il est en adéquation avec cette fréquence et cette vibration à laquelle toi tu vibres de par ton savoir et tes croyances. Mais elles ne sont pas toi tant que tu te les ai pas appropriées. Voilà, pour moi, je suis d'accord. Ce n'est pas toi. Tant que tu te les ai pas appropriées, mais ça va très vite. Ça passe, hop, tu prends. Mais il y a des gens qui pensent justement que c'est eux, alors que c'est pas eux. En fait. Oui, bien sûr, mais on se fait tous avoir d'ailleurs. À un moment, il y a des gens qui sont très méchants avec eux et qui se font beaucoup de mal à se dire mais comment je peux avoir ce pensée. Mais toi-même, ça nous est tous arrivé de toute manière. À un moment, tu te fais surprendre par ta pensée et tu te dis mais comment je peux avoir ce genre de pensée. Des trucs complètement égoïstes et j'avoue que c'est complexe. Parce qu'au début, tu t'en veux, tu te dis je suis vraiment quelqu'un de mal. Mais tu vois, c'est un des pièges. Il faut pas rentrer là-dedans. Parce que en soi, il faut que tu élimines le plus de peur et que tu rayonnes le bien-être. Donc si tu commences à te dire oh my god, mais comment je peux penser ça? Je suis vraiment pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un d'équilibré pour avoir ce genre de pensée. J'avoue que ça peut être dévastateur. Mais si justement tu as appris à reprendre cette distance, reprendre ta place de l'observateur, voilà, c'est du flow. Bah, tu sais, en fait, ce truc-là donne naissance à un truc qui s'appelle la phobie d'impulsion. C'est, je sais pas si vous voyez ce que c'est, la phobie d'impulsion, c'est t'as peur en fait de faire des trucs de ouf. Genre, tu sais, je sais pas, t'es là et comme tu comprends pas tout ce que tu viens de raconter, là, le fait que c'est que un récepteur et que des fois t'as des trucs qui viennent et tu les traites pas, ça c'est ton choix. Genre, la phobie d'impulsion, ce serait genre là, j'ai envie de, je sais pas, genre de tirer sur ton t-shirt, tu vois. Et d'avoir des pensées de ouf qui arrivent comme ça. Et c'est une vraie phobie. Surtout que si tu peux avoir envie de tirer sur le t-shirt, tu peux avoir envie de nous égorger aussi. Et c'est ça, d'un coup, tu peux te dire, j'ai cette pulsion de... Qu'est-ce que ça ferait si je les tuais tous les deux? Ouais, non, mais c'est ça. À l'instant, là, filmé, je vrille. Ouais, et je non, mais les c'est égorge. ça. Non, mais moi, j'ai pas cette phobie d'impulsion parce que Merci de nous rassurer. Parce que je sais que c'est que des. Tu sais, c'est le. C'est ce qu'on appelle la glande pinéale, tu vois. C'est l'antenne qui reçoit un peu toutes les datas. Enfin bon. Ouais, alors, c'est pareil, il faut... dans la croyance populaire, la glande pinéale est un récepteur, est une antenne. Après, ça, tu peux retrouver même différents scientifiques ou différents maîtres spirituels qui ont des interprétations différentes, des organisations On différentes. parlait de glande pinéale il n'y a pas longtemps. T'avais un... Parce que j'avais vu une vidéo YouTube qui parlait de ça, et, qui t'explique très scientifiquement que c'est pas quelque chose d'ésotérique, en gros. D'accord. Que c'est vraiment un truc scientifique c'est physiologique, qui est très explicable. Et c'est un peu associé à ce qu'on appelle le troisième œil, en fait, la glande pinéale. C'est plus ton truc qui va
il va être sensible et plus tu vas percevoir des choses que normalement tu percevrais pas. Mais justement, le côté ésotérique, il en revient à ça, hein, toujours à tes croyances et ton savoir. C'est-à-dire que quelque chose qui peut me paraître, moi, totalement normal, de par mes expériences de vie ou des choses comme ça, mes croyances et mon savoir, peut paraître complètement ésotérique à quelqu'un. Ouais, Ça, c'est... tout ce que ne comprend pas aujourd'hui, ça rentre dans le domaine de l'ésotérisme. C'est ça. C'est aussi une façon de... C'est parce que tu disais, ça n'a rien d'ésotérique. Bah, toi, maintenant, tu as cette connaissance, cette perception, mais ne serait-ce que ce transfert énergétique, émetteur-récepteur, tu as peut-être 50% de la population, déjà, tu les as perdus. Là. Oui, non, mais... N'importe quoi, on n'est qu'une machine. De toute façon, moi, j'ai une théorie, c'est qu'au Moyen-Âge, la magie, c'était quelque chose qui était normal et l'humanité s'est fait nerf, en fait. Ils ont coupé tous les trucs, tous les pouvoirs qui permettaient d'accéder à ces choses-là pour... Mais qui et dans quel but? Pour contrôler la population? Non, mais ça se fait... Il y a une mécanique aussi. Il y a des théories. Hein. Moi, je vais te parler de théories de différents maîtres ou... comment dire maîtres, gourous. Et... il y a des gens qui vont te dire qu'on a déjà eu 3 extinctions humaines et que à l'époque de l'Atlantide... moi, je suis fan de ça. Moi, la théorie, c'est très large, mais moi, je crois effectivement qu'il y a eu des civilisations anciennes avant nous qui ont été éteintes. Après, vous me direz, ouais, mais pourquoi il n'y a aucun vestige de ces civilisations? Si, il y a plein de vestiges. C'est ce qui perdure à travers les millénaires, c'est les mégastructures de pierre rocheuses, donc les temples, les pyramides, peut-être encore Wa, des choses comme ça. Ouais, donc, est-ce que ce qu'on nous raconte, c'est vrai? Je ne sais pas. Après, bon, c'est un autre débat. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars, pour que je recentre un petit peu la conversation? Ok, revenons dans... J'avoue qu'on n'a rien à voir avec le mariage. Non, en fait, ça partait quand même du fait que toi, tu es français avec ton logiciel de pensée français. Shiva est khmer avec son logiciel de pensée khmer. Et la question, c'était... je vais aller directement sur mon point d'après. C'était comment est-ce que potentiellement ce fossé culturel impacte vos potentiels projets d'avenir, ou toi, la vision que tu as de ton avenir, ta vie de famille, tes projets futurs, etc. Et elle, la vision qu'elle avait. Il n'y a pas... Ou alors vous convergez, ou alors est-ce que ça, potentiellement, ça a posé problème, le fait qu'elle pense qu'elle a plutôt une vision à la khmer, entre guillemets, traditionnelle? Non, on n'a pas vraiment... Alors après, elle est très, très influencée... Français aussi, ouais. Elle aspire à ça. Elle a beaucoup de références, on va dire, de la culture française. Non, moi je trouve pas qu'on n'a pas vraiment de divergence pour ça. On est assez calé, on a un peu les mêmes optiques de développement, les mêmes. Mais tu sais, par exemple, ça pourrait être, tu vois, les Khmers, eux, leur foyer, ils s'occupent de leurs parents et leurs grands-parents. Donc, est-ce qu'elle s'est imaginé que votre maison, plus tard, elle veut qu'il y ait, je sais pas, tous les membres de sa famille? C'est actuellement ça. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, c'est intéressant, c'est un sujet intéressant parce que pour moi, en fait, je suis parti de la maison familiale quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours été, très jeune, j'ai habité de façon solitaire, on va dire, et loin de ma famille. Et donc là, j'avoue, moi, depuis 3 ans d'habiter avec la maman, ça n'a pas été facile tous les jours au début. D'accord, mais ça, c'est parce qu'avec c'est tous les défauts de la maternalité. Maternelle. Ouais, c'est les peurs de vous rentrez tard, non. Ne serait-ce que de rendre des comptes. De dire, parce que tu habites avec cette personne, donc c'est vrai, tu es obligé de lui dire, on va rentrer vers telle heure. Et si tu dépasses, la personne elle va s'inquiéter, alors après elle va t'appeler. Tu vois, moi, tout ça, c'est un truc, au début, c'était vraiment lourd à accepter. Parce que de par mon parcours, j'avoue, j'ai jamais eu cette habitude-là. Mais après, je sais pas, comment tu as fait pour l'accepter maintenant? Moi, je suis passé par là aussi un petit peu. Avec le temps, et puis tu finis par... Mais c'est lourd, c'est une charge mentale en disant, putain, il y a la belle-mère à la maison qui va pas casse pas les couilles. Mais... Bon, après, moi, je suis facile pour me détacher des choses. Hein. Je me parasite rarement avec... mais des fois, tu as futile. En l'occurrence, quand c'est ta safe place, c'est ta maison, tu as une personne qui t'embête de temps en temps, tu vois,
c'est censé être l'endroit où tu peux être tranquille avec ta femme. Ouais, non, Après, elle est peut-être pas relou, ta belle-mère, au c'est final. le temps. Non, c'est vraiment ces trucs-là de peur. Sinon, elle est de façon quotidienne. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Ça te S'il pèse se passe pas. rien, en soi, hein, ça. Ouais. Puis même, je finis par m'habituer. Ça a un côté cool parce qu'en soi, sur l'idéologie même, le fait de rester avec ta famille, c'est quand même Mais assez logique en soi. bah, moi, tu vois, quand j'étais en France, dans ma maison familiale, il y avait 2 familles. Donc, ma famille, la famille de la sœur de ma mère, il y avait la grand-mère aussi. Donc, en fait, moi, j'ai toujours grandi dans un. Enfin, pour moi, c'est limite normal d'avoir. Enfin, de s'entraider, tu vois, et de prendre soin de ses aînés, quoi. Moi, à terme, si j'ai une belle maison, enfin, ça me dérangerait pas que ma mère habite avec moi, tu vois. Prendre soin d'elle, tu vois, ça me paraît un peu normal. Et puis il y a des avantages aussi. Donc, Ouais, moi, je vois plus d'avantages. citer les inconvénients, Moi, je vois plus les d'avantages trucs, que et après il y a d'inconvénients. les avantages. Ouais. C'est comme tout. Ouais. De toute manière, il n'y a rien qui soit parfait. Puis, enfin, tu sais, je veux dire, je sais pas qui paye le loyer, mais si c'est moi qui paye le loyer, elle a pas à me demander à quelle heure je rentre, tu vois. Pour le coup, c'est pas celui qui paye qui ça n'a rien à voir, la peur. Et Non, mais je sais, mais c'est je veux dire, mais j'ai ouais. pas de compte à rendre, tu veux. Bah, tu sais, c'est chez moi. C'est moi le maître de maison. Je m'en bats les couilles, tu vois. Continue. Pour moi, il y a moi plusieurs qui paye le sujets. loyer, Il y a plusieurs sujets dans le sujet. T'as 2 choses. T'as déjà la cohabitation. Est-ce que Ouais. la cohabitation se passe bien? Après, c'est les rapports de force. Nous, on a grandi quand même avec un schéma où, enfin, en France, hein, de prise d'indépendance à la majorité. Ouais. Donc, du coup, on a vachement ce schéma qui est ancré. Moi, je suis quelqu'un qui est très indépendant aussi aujourd'hui. Et c'est vrai que à l'époque où j'étais, moi, avec une Khmer, c'est vrai que ce que tu racontais là tout à l'heure, c'est ça, je le vivais aussi. Elle m'appelait pour me demander où j'allais, tu vois. Genre tout le temps. Genre, ouais, vous êtes où? Vous faites quoi et tout? Vous rentrez quand? C'est. Après, est-ce que c'est une emprise mentale artificielle que je me suis créée? Ou est-ce que c'est vrai, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que c'est un mal en fait? La question c'est ça. Est-ce que. Bah, toi, tu le perçois comme un truc mal, parce que comme tu disais, tu étais assez indépendant. On a grandi en France et compagnie. Les Khmers, ils sont très. Pas needy, tu vois, mais ils sont très. Tu vois, ouais, tu rentres quand? Ouais, t'as mangé, tu vois. Moi, je dirais c'est différence culturelle. Tu vois. Needy, c'est le mot. Hein. Enfin, c'est pas needy, mais forcément. C'est une sorte de neediness sur. C'est le fait de tout le temps. Enfin, pour moi, je le perçois comme un besoin de contrôle un peu malsain. Tu vois. Après, c'est vraiment ma perception. C'est peut-être ta perception, parce que peut-être qu'elle c'est vraiment needy, tu vois, juste s'inquiéter. Il y a des gens, ils ont besoin de se sentir attachés tout le temps à leurs proches. Et ça passe par le fait de demander des nouvelles tout le temps. Ouais. Tu vois, bon, c'est. Après, si c'est ta Je copine. pense que oui, quand c'est pas forcément mauvais en fait, mais Ça je peut pense révéler des troubles. ça convient pas à tout le monde. Certaines En fait. peurs et Ouais. des choses comme ça. C'est un peu ça, hein, le besoin de contrôle. Si la personne elle a vraiment besoin de savoir où est-ce que tu es exactement, perpétuellement, Tu as comment toi ta il y a femme quand même par rapport à ça? fortement tu t'aperçois que c'est quand même certainement parce qu'elle a des peurs, elle n'est pas sûre d'elle, elle Oui. se demande ce que tu es en train de faire. Je sais pas, elle est Et comment? c'est ça qui est dommage de nourrir. Moi, c'est un peu ça. Par moment, si on va trop me poser de questions, je vais pouvoir avoir des blocus. Parce que je vais dire non. En soi, là, on n'est plus dans le normal. Là, on sent qu'on est en train de nourrir, en fin de compte, un problème ou un défaut de la personne. C'est même de la servilité pour moi. Tu vois, c'est à partir du moment où tu deviens un peu un sujet de quelqu'un. Après ça, c'est vraiment mon esprit à moi qui pense comme ça, mais Construire un couple, c'est peut-être un peu ça quand même. non, mais oui, C'est peut-être devenir le sujet de l'autre. dans le couple, je suis d'accord. Mais la belle-mère, elle n'est pas censée t'appeler tout le temps, en fait. Pas censé à l'époque, comment dire, pas à l'époque, mais à la méthode Baron. Mais pour les Khmers, c'est totalement normal. La position de la maman dans la relation du couple, tu t'aperçois qu'elle a une énorme position tout le temps. Ouais, justement, c'est un des gros sujets. C'est la relation avec la place de la belle famille dans la culture khmer, elle est très importante. Enfin, tu te maries pas avec ton autre partie, tu te maries avec. Tu te maries avec Ouais, ta tu te maries avec famille, la ouais. famille. belle famille. Bah, d'ailleurs, dans le process de mariage, c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment, t'amènes à la maison familiale, quoi.
Ouais. Toi, tu l'as pas trop, tu le ressens pas. Enfin, la présence de la belle famille, Non, est- non, moi, pas trop, c'est peinard. C'est pas lourd. Ouais. Je Ouais, dis à part ça au début, là, puis en soi, ça te fait de la peine parce que tu sens que la personne, elle a vraiment peur en soi, elle s'inquiète pour toi. Donc en soi, tu peux même pas vraiment. Tu peux pas avoir d'animosité pour Non, quelqu'un qui a peur envers toi. c'est de la, Mais c'est je pense juste, que c'est de la, là, non, mais c'est de la bienveillance en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout dans le contrôle. C'est de la Après, ça peut être mal, bienveillance. ça peut être un peu de contrôle. Hein, Mais on est ça aussi, c'est des gens qui ont connu quand même un. Enfin. Par exemple, ma mère, enfant, ça peut être un peu pareil. Mais pour le coup, elle a des peurs irrationnelles. Elle va t'appeler, et tu sais pas pourquoi, à un moment, elle va flipper de telle ou telle chose. Alors que franchement, on a grandi en France. Bon, on est peinard en France. Après, la génération de ma belle-mère au Cambodge, ils ont quand même connu Pol Pot, l'instabilité du pays après Pol Pot. Ouais, non, mais il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est clair. Là, quand elle a peur qu'on se fasse agresser, elle, souvent, ce qu'elle va avoir peur, par exemple, c'est qu'on se fasse agresser, voler la moto sur la route entre Phnom Penh et la maison. Ça, c'est un truc. Et pour le coup, bah, tu peux pas lui en vouloir, ça a existé. Principalement dans le quartier là-bas et tout, ça a eu c'était réputé comme des coupes-gorges il y a encore 20 ans. Ouais, tout et à donc, fait. En tout cas, moi, c'est une de mes plus grandes peurs si jamais je suis amené à vouloir considérer m'engager avec une locale. C'est vraiment je vérifierai. Ouais, un red flag, enfin un flag que je vais checker, ça va être clairement la belle famille, quoi. Quelle place elle a parce que j'entends tellement d'histoires de certains de mes potes proches qui ont un peu subi la présence de la belle famille au sein de leur couple, tu vois. Enfin, je veux dire, lui, la personne que j'ai en tête, il s'était marié avec une Khmer, enfin c'est un Khmer en plus. Et la place de sa belle famille était beaucoup trop importante au point de... ouais. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un red flag sur les Khmers, quoi. En fait, pour moi, il y a deux situations. C'est que, comme tu disais, les peurs irrationnelles sont irrationnelles et sont construites par le vécu. Et c'est normal, en fait, de partager ses craintes avec ses proches. Parce qu'on a peur pour nos proches, on a peur qu'il leur arrive des choses. Ça, c'est un truc que je comprends tout à fait. Après, il y a les choses qu'on comprend et il y a les choses qu'on devrait s'empêcher de subir sous peine de ne pas arriver à se développer. Je vais essayer d'éclaircir un peu mon point. Tu vois, tu as des gens autour de toi, ils sont courageux et ils vont essayer de t'insuffler leur courage pour que toi, tu deviennes plus courageux, que tu fasses des choses dans ta vie. Et tu as des gens autour de toi, c'est des peureux. Ils vont t'insuffler leur peur. Et moi, je trouve que tu as deux types d'influence. C'est les gens qui te procurent de la peur par leur propre peur. Et tu as les gens qui sont courageux, qui te poussent à faire des choses de courage. Et c'est jamais volontaire, c'est jamais conscient. Mais malheureusement, dans notre vie, des fois, on a des gens qui nous aiment, des gens qui sont très proches de nous, qui peuvent nous tirer vers le bas parce qu'ils ont trop peur. Et c'est pas pour autant qu'on doit se séparer d'eux, qu'on doit les rejeter, etc. Mais il faut juste être conscient de ça. De se dire que ceux qui nous tirent un peu vers le bas, il faut mettre des filtres. Il faut dire, bon, ok, je comprends que tu aies peur pour moi, je comprends que à ton époque, la vie était dangereuse, mais le monde a changé. Et moi, je fais vachement attention à ça, en fait. Tu vois, c'est même dans mon entourage, dans mes amis, dans tous les gens autour de moi, j'essaye toujours de voir qui sont les gens qui vont vers le courage et quels sont les gens qui vont vers la peur. Et le problème de quand tu vas trop vers la peur, ça te bloque. En fait, et tu vas pas forcément tenter des nouvelles expériences, tu vas pas forcément aller explorer des choses. Et quand on est un peu trop inconscient par rapport à ça, en fait, on vit dans une vie de peur, en fait. Et ça, tout ce que je te dis là, c'est vraiment l'analyse de tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières années au Cambodge. J'ai quand même l'impression que dans la majorité des gens, c'est des gens qui vont partager leur peur plutôt que partager leur courage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais vraiment très attention à... Moi, on est une société qui avance par ses erreurs, de toute manière. Ça, c'est notre meilleur mode d'apprentissage, c'est l'erreur. Ouais. Et donc, on est aussi ce fait qu'on va aller partager
nos expériences et mais plus souvent négatives que positives pour mettre en garde les personnes. On veut partager avec l'autre. Et ce qui fait qu'on va partager beaucoup de... Ouais, mais sauf que le problème, c'est qu'on va partager des expériences, mais dans des contextes différents. Complètement différents. Ouais. Et c'est ça qui crée de la perte d'enseignement. C'est comme si je te disais, c'est dangereux d'aller se baigner. Tu vois, je te dis, c'est dangereux d'aller se baigner parce que moi, j'ai grandi dans un pays où il y avait des crocodiles. Maintenant, on a atteint une ère où les crocodiles, il n'y en a plus. Et je te dis, c'est dangereux d'aller te baigner. Bah, en fait, c'est pas updaté, tu vois. Donc, c'est mauvais. Et je trouve que entre la génération d'avant et celle de maintenant, c'est vraiment l'exemple que j'ai donné, en fait. Ils updatent pas les contextes, mais ils gardent les idéologies. Après, l'autre sens, c'est vrai aussi. Hein, ouais, après, c'est comme ça. Hein. Toute l'humanité a avancé et a toujours été ainsi. Hein. On a toujours l'impression que la nouvelle génération, elle est perdue ou elle va pas dans le bon sens. Oui, bah nous... La théorie du c'était mieux avant, je pense que c'est un truc hyper populaire. Bah, il y a des choses qui... Le choc des générations, c'est perpétuel. Et en soi, la nouvelle génération, elle est justement là pour updater. C'est-à-dire que toi, tu vas attraper des nouveautés que tu transmettras à tes enfants. Ça, ça a toujours été, je pense, hein, depuis. Bah, nous, le choc que nous, on va vivre, ça va être avec les IA. Ça va être à quel point les jeunes qui vont naître cette année-là, à quel point ils n'auront pas les mêmes réflexes mentaux sur les IA que nous. Ah bah, clairement. Comme on l'a, nous, avec les ordinateurs. Nous, on a le réflexe Internet, contrairement à nos parents où ils vont plus demander aux gens. Nous, on va sur Google. Bah, la génération d'après nous, ça va être avec une IA. Tu vois, et on va trouver que ces gens-là, ils sont trop assistés, que plus rien n'est naturel. Enfin, c'est ça. Alors qu'au soit, c'est toujours des balances. Hein. On modifie toujours des équilibres, mais je pense qu'il y a toujours une balance. Il faut s'adapter, sinon on devient aigri. Je crois que j'ai fait une sortie de route encore. C'était quoi le sujet je sais toujours sur le mariage mixte. Ouais, on est toujours sur... Oui, attends, j'ai un peu perdu le fil. Non, c'était la place de la belle famille. La place de la belle famille. Ouais, mais moi je disais que non, ça n'a pas trop impacté. Après, j'ai mis du temps. Après, tu peux avoir une belle famille qui te tire vers le haut, pour le coup. Tu peux avoir une belle famille qui est cool. Mais je pense que si je devais donner un conseil... Enfin, je n'ai pas toute d'expérience, je ne me suis jamais marié, mais si je devais donner un conseil aux gens qui se marient avec des Il continue à vouloir donner un conseil alors qu'il n'a pas d'expérience. Il est quand même balèze. Comment je... Ouais, mais tu sais, avec... J'ai pas d'expérience. Ouais, c'est le principe d'Internet. J'y vais quand même de mon petit conseil. Tu vois, je suis courageux. Allez, vas-y. Moi, je dirais quand même qu'il faut... basé sur mon expérience d'homme qui a écouté ses amis souffrir de leur mariage, vraiment faire attention à la place de la belle famille. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les belles familles khmères tirent vers le bas, sont des parasites et compagnie. Pour moi, belle famille, c'est une personne. Donc déjà, c'est rapide. Ah oui, donc j'avoue, il n'y a pas de sœur, pas de frère. Ça peut être juste une maman. Ça, déjà, ça change beaucoup. Déjà, parce que tu sais, quand tu as le tonton, la tata, le grand frère qui s'y met, tu es là, oh putain, mais moi, je me suis marié avec elle, pas avec... justement, au Cambodge, il faut prendre en compte, je pense, tout ça, quoi. Ouais, alors, pour le coup, j'ai... Toi, t'as pas fait gaffe à ça. J'ai de la chance, ouais, moi, mais ça va, il y a qu'une personne dans la... Non, mais je pense que tu l'avais bien senti, je pense que que Shiva était plus ou moins indépendante, en tout cas assez... clairement aussi. Indépendante de sa famille. Moi, clairement, je t'avoue que je suis très attiré par les Khmers, ne serait-ce que par le côté physique. Hein. J'ai toujours dit que physiquement, je préférais les Khmers. Mais maintenant, il y a toute cette histoire de gap culturel, comme on en parlait. Je fais un petit wrap-up. Moi, la langue, clairement, il faudra que ce soit une Khmer qui parle au moins très bien anglais, très bien français, c'est pas un souci. Il faut que culturellement, quand même, il y a un échange assez équitable, quoi, où elle arrive à s'intéresser à la culture française, que moi, je m'intéresse à la culture cambodgienne. Donc ça, c'est clair. Et également la belle famille, quoi. Donc tout ça pour dire que toi c'est un mariage heureux pour le coup, ça fait plutôt heureux. Ça fait 4-5 ans que tu es avec elle. Par rapport au fait justement qu'elle sache très bien parler français et qu'elle a toujours un petit peu côtoyé la culture française, est-ce que tu t'es imaginé vivre en France avec elle? Moi, j'ai pas envie de revivre en France. Oui, en fait la question c'est est-ce que tu as envie de vivre? Ouais. Donc en fait toi ça fatalement ma question c'était toi comment tu te vois avec elle pas pour le restant de tes jours, mais en tout cas pour le prochain
les Bah prochaines là, années? notre démarche, elle est très professionnelle en ce moment. On est toujours en train de développer, monter des choses. On fait une petite parenthèse. Je fais une petite parenthèse sur ta femme et toi. Vous avez un restaurant, café-restaurant, Ouais. dans le sud de Phnom Penh. On mettra les liens en description YouTube. Je ferai un petit insert. Vous avez donc à Tak Mao. Tu peux en parler un petit peu de ce que vous faites tous les deux? Donc on a d'abord ouvert un café, après un restaurant et bientôt un hôtel, guest house. Et tout ça au milieu des fleurs en fait. Donc, Tu peux dire à peu près où c'est? je produis, Tak Mao, c'est à 25 minutes du Palais Royal dans le sud de Phnom Penh. Très rapide d'accès. C'est genre le Neuilly de Paris. Oui, c'est vrai, Tak Mao, c'est assez chic. Ouais, c'est le quartier de la je pense qu'à un famille moment, du Premier ministre. Donc. Ouais, ça va se construire de ouf incessamment sous peu, je pense. Ouais, du coup, quelle est la particularité de votre café-restaurant? Nous, on travaille beaucoup avec les fleurs. Donc, vu qu'on produit des fleurs comestibles, on a des produits signature avec les fleurs. On a des sirops maison qu'on fait avec les fleurs. On a des plats différents, des salades. Okay. Alors, je te propose qu'on reparle de ça juste après. Donc, c'était juste pour dire que Jérémy et Shiva ont un fonds du business together. Quoi. Tout à fait. Putain, je sais pas pourquoi j'ai dit. Le bien, c'est parce qu'il m'a lancé et après, il fait mais bon. Ouais, grave. C'est lui qui me pose la question. Mais attends, on en reviendra plus tard. Ok, bah. Excuse-moi, je suis en rodage, c'est que la saison 1 du podcast, donc je fais encore quelques erreurs. Non, mais c'était juste pour placer un petit contexte, c'est que Jérémy, c'est un mariage heureux, comme vous l'avez compris, et que ils travaillent ensemble. Donc ça c'est un petit peu... Ouais, ça c'est complexe. Moi, là, je suis en train de réorganiser la chose. Ouais. C'est que, déjà d'une, j'ai jamais vécu comme ça. Et là, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps ensemble. Et tout à l'heure, justement, j'avais envie de rebondir sur ça, mais ça nous fait partir toujours sur des trucs un peu... Vas-y, pars. C'est à cause de lui. C'est moi qui fais les sorties de route. T'inquiète pas. Toute chose est animée par deux polarités. Et j'avoue que la peur et... le courage, même si je ne sais pas si on peut les mettre en opposition, mais bon, c'est vraiment deux pôles qui te permettent, toi, justement, de t'alimenter. Parce que chaque chose est animée par deux polarités. Tu l'as pu le remarquer. Hein. Et donc, il faut prendre la peur des gens et prendre le courage des gens. Et c'est justement, je pense, cette double polarité qui fait que ça t'anime, toi, dans ton ascension ou dans ton chemin. Mais tu as raison, en fait, le courage, aussi bien que la peur, sont des énergies. Que tu peux, si tu arrives à trouver le juste milieu, c'est ce chemin-là en fait qui te fait avancer en fait dans la bonne direction. Si tu n'as pas du tout de peur, tu vas faire des choses dangereuses, tu vas te casser la gueule. Si tu n'as pas du tout de courage, tu vas jamais avancer. Bon, l'avantage c'est que si t'as pas de courage, t'as pas besoin d'avoir peur. Et du coup, comment ça c'est quoi le lien avec ton couple et ton business? Enfin, ce que je mets c'est juste pour ça. Je sais plus, il y avait un lien. Tu disais que tu passais un peu trop de temps avec ta... Ouais, je passe vraiment un peu... Ouais, on passe un peu trop de temps ensemble, là. Et moi, je suis en train de réorganiser on coupe au montage, ça, ou on garde... Tu passes trop de temps avec ta... Non, elle sait, on en a parlé, c'est vrai. Tu sais, à un moment, quand tu as tout qui est mélangé, ta vie de couple et ta vie professionnelle, et que c'est perpétuel. Et donc là, je suis vraiment en train d'essayer de réorganiser le truc pour que, justement, nos secteurs professionnels, tout en étant au même endroit, hein, mais il y a tellement de choses à faire, soient moins liés et collés perpétuellement dans la journée. Ok, vous avez différents pôles et vous essayez d'être t'es responsable de ça, moi de ça, et puis sauf les grosses décisions, vous vous mettez... On sera obligé parce qu'il y a besoin d'une synergie sur la totalité. Donc, parce qu'on parle d'un café, d'un restaurant et d'une guest house en construction. Ouais, mais il y a aussi le centre Lotus, donc qu'on manage à côté de ça, donc un centre de retraite et d'arts martiaux. On est accolé, mais vous n'êtes pas venus, donc toi tu connais le centre et nous en fait on est le terrain d'à côté, mais qui a été depuis la dernière fois où tu es venu énormément changé. Et là, on est pour parler sur l'acquisition d'une autre parcelle qui est accolée, donc ça fait vraiment ça devenir un truc très grand. Et de tout faire ensemble, je pense que c'est un truc qu'il faut réorganiser avec le temps. C'est pas un double tranchant de faire du business avec ses potes très très proches, ses proches, sa famille, sa compagne, sa femme, pardon. Ah si, ça a toujours été un peu dangereux, on le sait, mais c'est dangereux parce que si ça se passe mal aussi sur le plan... Tu peux tout perdre d'un coup. Tu perds d'un coup, mais tu peux aller très très loin et très très vite aussi. C'est comme tout, il faut réussir à le transformer en force. Ouais. C'est tout. Et pour le moment, ça se passe bien en tout cas. Pour le moment, ça va, ouais, mais là, je sens que les derniers mois, on les a vraiment passés quasiment que tous les deux. Donc déjà, ça nous a fait une charge de travail énorme.
Et donc, en plus, vraiment tout le temps l'un avec l'autre. Et ça crée des tensions. Là, on en est arrivé à un moment où, par moment, il peut y avoir des tensions un peu. Où tu es moins patient à dire les choses. Après, c'est normal. Et puis après, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. C'est comment vous gérez ces moments de tension avec la communication de culture. Je le rappelle, culture différente, langue différente, même si français principalement. Tu vois, est-ce que puis on a des tempéraments de feu un peu tous les deux. Ouais, comment tu arrives à gérer ça? Des fois, tant bien que mal, je fais comme tout le monde, je m'adapte. Mais là, comme je te dis, je sens que si je tiens à mon couple, il va être nécessaire que professionnellement parlant, je trouve un deal, que je réussisse à arranger ça. Parce qu'à long terme, je pense que ça pourra avoir des répercussions néfastes. Ouais. Et donc, c'est bien de le voir maintenant, justement, de s'en rendre compte et de se dire, OK, on va calibrer. Et en soi, même pour la gestion du business ou des business, qu'on ait chacun de nos secteurs, ça va être bénéfique aussi. Franchement, moi, je suis un peu naïf, parce qu'en plus, je n'ai pas d'expérience dans ça. Mais monter un business, si ta compagne, ta partenaire ou ta femme peut contribuer à créer des projets ensemble, je sais pas, ça me paraissait... moi, ça me plairait. Je veux dire que d'impliquer ma femme ou ma partenaire... c'est hyper cool d'avoir des projets communs. Ça peut être un super socle pour que ce soit pérenne au long terme, quoi. Et puis nous, on vit vraiment dans un lieu de vie, quoi. Mais comme c'est-à-dire qu'il y a une énergie, c'est ça. Comme dit Sophie, si ça se casse la gueule, tu perds ta femme et ton business, quoi. Ça arrive. Mais c'est le risque, tu peux pas... En fait, pour moi, c'est le sujet, il est juste sur un truc. C'est que déjà, de façon générale, travailler avec quelqu'un, ça demande déjà une compatibilité dans le travail que tu n'as pas forcément avec la personne que tu aimes. Tu sais, rien que dans la manière de travailler. Il y a des gens qui ont plus tendance à vouloir discuter un peu plus. Il y a des gens qui ont tendance à vouloir faire moins de discussions et plus faire et juste aller directement au fait. Tu sais, même tu prends l'exemple même de collègues que tu peux avoir. Il y a des gens avec qui tu arrives à travailler, des gens avec qui tu n'arrives pas. Ta femme fait partie d'un archétype de gens avec qui tu peux ou ne pas travailler. Et si elle ne fait pas partie d'un des archétypes avec qui tu peux travailler, si au travail ça se passe mal, tu vas lui en vouloir au travail. Et ça se répercute sur ta vie de couple. Ouais. Et il y a aussi un autre point, c'est que quand tu vois tout le temps la personne, en fait, elle n'a pas le temps de te manquer. Et faire de la séparation pour être content de se retrouver, c'est quand même pas mal, tu vois, de temps en temps. C'est énorme. Clairement. D'avoir des trucs chacun de nos côtés et de se manquer, je pense que c'est essentiel. Pour moi, essentiel à l'amour, c'est le manque. Bien sûr. On en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure, cette double polarité pour animer toute chose. Après, je pense qu'il y a des gens, quand même, ils arrivent à rester tout le temps avec la personne et vraiment être en fusion. Oui, mais de toute manière, il existe tous les cas de figure. Tout existe. C'est pas compliqué. Au-delà de ton imagination, tu t'apercevras qu'il y a des cas de figure qui existent. Ah oui, bien sûr. Tu n'as pas assez de capacité cérébrale pour aller nommer toutes les possibilités de cas de figure qui existent. Tout ce que je dis là, il y a forcément un cas qui contredit tout ce que je viens de dire. C'est ça. Et ça, c'est un des avantages qu'on a en ce moment avec les Internet. C'est que vraiment, tu t'aperçois qu'il y a des gens, ils vivent encore comme en 1700 à des endroits, alors qu'ils ont accès à tout. Mais ils vivent encore en calèche, dans des fermes. Il y a des gens qui sont encore cannibales. Il existe tout. Il existe des gens qui ont décidé que depuis 1980, ils voulaient vivre avec 3 plumes dans le et ils vivent comme ça, quelque part, reclus. Et ils sont contents. Mais ils existent. Et il existe tout. Au-delà de... Combien de fois tu vas aller regarder des reportages sur des groupes de gens et tu dis jamais j'aurais pensé que à l'heure actuelle ça existe encore, ou que même ça existe tout court. Et puis le mec avec les 3 plumes dans le cul, il n'est pas forcément moins malheureux que... Ça se trouve, il est plus heureux que toi. Et je pense même qu'ils sont peut-être plus heureux que nous avec notre technologie et les réseaux sociaux, quoi. Alors que nous, on va être là, le mec, il a 3 plumes dans le cul. En fait, le gars a découvert les clés du bonheur, sauf que toi, tu te fous de sa gueule. Ouais. Alors que... si, encore une fois, c'est une sorte de perception. Tout ça, c'est lié à notre connaissance de ce qui existe. Donner un exemple. Si demain, on t'apprend que
les téléporteurs, ça existe, et que toi, tu n'y as pas accès, tu vas être malheureux. Au même titre que les gens qui vivent heureux dans les calèches, ils ont peut-être pas conscience d'Internet. Donc ils se disent pas qu'il y a un truc qui est ouf et qui est quelque part, tu vois. Donc ils sont complaisants dans ce qu'ils ont, et dans ce qu'ils ont, ils ont ce qu'il y a de mieux. Mais à partir du moment où tu t'ouvres trop l'esprit, justement, et que tu n'as pas accès à ce qui existe, que toi, tu n'arrives pas à voir, bah, ça te rend malheureux. Le bonheur, en fait, c'est la distance entre ce que tu veux et ce que tu as. Et plus ce que tu connais est loin de ce que tu as actuellement, plus tu as de chances d'être malheureux. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est très très dangereux, parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, les gens se montrent sur leur plus beau Je jour. pense que le bonheur, c'est être content de ce que tu as, point barre. Bien sûr. C'est pas la distance entre ce que tu veux et ce que tu as. Ça, c'est peut-être la joie, mais peut-être pas le bonheur. Non, le bonheur, Parce c'est que le le bonheur, c'est mais... que justement, quoi que ce soit que tu as, de toute manière, vu que c'est une information, le bonheur, c'est un état d'esprit. Quoi que ce soit que tu as, t'es content. Bah, Il n'y a pas de distance, justement. C'est j'ai ça et je suis content. Ouais, mais si tu sais que Mais ça peut, la distance, c'est peut-être un grand moment de joie, peut-être. Non, mais ouais, après on peut parler de plaisir aussi. Tu vois, t'as entre le plaisir, le bonheur et la paix. Tu vois, pour moi, c'est quand même trois notions un peu différentes. Tu peux avoir de la paix sans avoir de bonheur ni de plaisir. Et tu peux avoir du plaisir sans bonheur. Tu avais vu cette étude sur les neurosciences qui disait que tu pouvais pas expérimenter le plaisir, le bonheur si tu passais ton temps dans les plaisirs rapides, les plaisirs éphémères. Instant gratification. Parce que c'est exactement le même secteur qui est stimulé. Dans la zone du cerveau, ouais. Et que tout ce qui est plaisir rapide, justement, on va scroller, on va fumer une clope, on va boire un verre, on se fait des petits shots, mais ce qui fait qu'en fin de compte, on ne peut pas atteindre le bonheur en stimulant perpétuellement le plaisir éphémère. Non. Je vais sortir une citation, je vais peut-être mal la dire encore une fois. Et confiance en toi. Courage. Le désir, c'est un contrat que tu passes avec toi-même, que tant que tu n'as pas obtenu ce que tu désires, tu seras malheureux. Dis-le, toi, ça, le désir. C'est un contrat que tu passes avec toi-même, et tant que tu n'auras pas obtenu ce que tu désires, tu seras malheureux. Ok. Est-ce que... Ouais, ça fait sens. C'est un peu ça. Bah, le truc, c'est que quand tu obtiens ce que tu désires, t'es quand même malheureux. Bah oui, mais c'est ça le problème, en fait. Parce que souvent, tu vas vouloir autre chose. Bah oui. Et c'est pour ça que la fréquence et la vibration qui importent le plus, c'est la gratitude et la confiance. Enfin, globalement, s'il y a vraiment deux éléments très forts pour ton développement et ton bien-être, pour moi, c'est la gratitude. Pour poursuivre ce que je disais, justement, le piège, c'est de penser que, en fait, c'est ce que je dis, pour moi, c'est un piège mental dans lequel les gens tombent, c'est qu'ils disent, ouais, moi, je veux gagner 10 000 balles par mois et je serai heureux. Mais en fait, même quand tu arriveras à les gagner, les 10 000 balles par mois, en fait, c'est pas ça. Ouais, tu as créé d'autres besoins et tout. Ouais. Je désire une Porsche, je serai heureux quand j'aurai la Porsche. Mais en fait, le chemin que tu auras parcouru, c'est ça qui doit te rendre heureux. Le chemin que tu auras parcouru pour vouloir obtenir cette Porsche, les efforts que tu as fait, les compétences que tu auras développées, le mindset que tu auras développé, qui va te permettre d'obtenir une Porsche, c'est ça qui va te rendre heureux. Parce qu'en fait, le moment où tu vas acheter ta putain de Porsche, bah ouais, tu vas être content les 30 premières secondes. Et ensuite... Mais heureux, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais, bien sûr. Alors que moi, je sais pas, on est toujours en train de me qualifier justement de quelqu'un de toujours positif et de... Est-ce que heureux, c'est... Globalement, c'est pas l'endosser la discussion, mais... C'est une position mentale basée sur l'interprétation de ce qu'on est et de ce qu'on a. Ouais. C'est un peu ça. Est-ce que c'est pas lié aussi à la dopamine ? Ouais, mais la dopamine, la dopamine, c'est peut-être du plaisir quand même. Hein. Ouais, ok, ouais, c'est plus micro la dopamine, c'est physiologique. Être heureux, c'est un cocktail. Hein. Si on est si addict à tous ces corps, étrangers, tels que le Maltesers. Ouais, whatever, le sucre, les sucres, le café, la nicotine. C'est que globalement, de manière, ton état d'esprit et ta perception
ton état de conscience, il est basé par rapport à la chimie de toutes ces enzymes, de sérotonine, dopamine. Moi, je sais qu'en ce moment, genre, j'ai zéro dopamine. Genre, je crois que je fasse une détox, mais genre, j'ai zéro dopamine. Mais c'est pas possible que tu aies zéro dopamine. Non, mais dans le sens où j'ai très 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 peu de dopamine. Je le sens, tu vois. Genre, mais par contre, moi, j'ai une force, j'ai une discipline. Mais si tu sens ça, donc quelle est la raison du fait que tu aies si peu de dopamine, à ton avis? Parce que je pense que déjà, je dormais très mal à cause de mes problèmes de dos. J'ai des problèmes de sommeil, que je pense qu'il faut que je fasse un peu de méditation parce que tu sais, je suis en train de faire plein de choses. J'ai plein de stress qui est généré de par ce que je suis en train de faire, les activités du moment. Je pense qu'il faut que je prenne le temps parce qu'en fait, moi, j'ai des objectifs très ambitieux. Et je pense que je suis trop focalisé, c'est exactement ce que je viens de dire, je suis trop focalisé sur les objectifs que je souhaite atteindre, donc la distance qui me sépare de ces objectifs. Et je prends pas trop le temps de célébrer un petit peu mes micro-victoires. Tu vois, en vrai, si je regarde où j'en suis aujourd'hui, le mois d'il y a un an, je rêvais de la vie que j'ai aujourd'hui. Tu sais, j'étais salarié il y a un an, là, je suis indépendant. Je travaille beaucoup, mais c'est pas facile tous les jours. Mais globalement, j'ai un niveau de liberté dont je rêvais il y a un an. Tu vois. Mais pourtant, je suis pas plus heureux qu'il y a un an. Tu vois. Donc voilà, je sais que j'ai très peu de dopamine, mais que j'ai une force de discipline très élevée. Et du coup, ça me permet d'avancer sur tout ce que je dois faire. Moi, je ne suis pas en recherche du bonheur. Hein. Moi, je me fixe des objectifs et je bosse dessus. Tu vois. Après, je t'aime. Pour quelle raison alors? C'est pas pour atteindre le bonheur. Pardon? Pour quelle raison alors? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre ces objectifs si c'est pas pour être heureux? Parce que j'ai des choses à prouver à moi-même. Je pense aussi que. Pour être heureux? Pardon? Pour être heureux. Tu veux te prouver ça pour être heureux derrière ou pas? Ou juste non, tu t'en tapes? Moi, c'est surtout pour être fier de moi. Parce que sinon, à ce tarif-là, t'as pas trop de dopamine, mais on s'en fout. C'est pas le. Moi, je suis pas en recherche du bonheur. Je suis en recherche vraiment de fierté. Genre, je suis fier de moi. Je veux qu'à la fin de la journée. Et toi, t'as besoin de reconnaissance, donc reconnaissance des autres ou reconnaissance de moi-même, par toi? moi-même que je dis, putain, même à l'échelle de la journée. Moi, je suis une machine, mec. Je veux que je regarde ma journée. Je suis fier de moi, de ce que j'ai fait. Même si ça m'a pas procuré de bonheur à l'instant T, tu vois. Tu veux être fier de toi. Voilà, c'est plus la fierté que je. Parce qu'en fait, le bonheur et être heureux, c'est. Je sais pas, si tu chases ça, pour moi, c'est. Peut-être que tu sais pas ce que c'est. Peut-être, mais t'as bien raison. Hein. Mais je sais qu'il faut que je fasse beaucoup de travail de tout ce qui est méditation, que j'essaie d'un peu de prendre du recul. Déjà, depuis que je dors beaucoup mieux, ça va mieux. Mais ouais, non, je sais que chimiquement, là, je suis tout pourri. Quoi. Tous mes compteurs sont au bas. Mais bon, ça n'empêche pas de bien vivre. Quoi. Mais si tu me demandes, est-ce que tu es heureux aujourd'hui, je dirais non, je suis pas heureux, mais je suis pas malheureux. Mais ça, je crois que c'est pas ce que je vise en fait. Il me semble qu'il y a à peu près 82% de la population qui vont te répondre la même chose quand on fait des tests un peu comme ça. Est-ce que vous êtes heureux? Non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes malheureux? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui... Enfin, à part si on vient de t'annoncer une bonne nouvelle, on te pose la question, je fais ouais, je suis heureux. Genre, moi, il y a une bonne nouvelle, ouais, je suis heureux. Mais ouais, 99% du temps, je pense que je suis pas heureux. Mais moi, je m'en fous, c'est pas ça que je vise. Moi, j'ai des objectifs et je travaille dessus, quoi. C'est pour ça que je disais vraiment, c'est une clé. Tout à l'heure, il parlait des mages. Mais il y a vraiment une clé dans ta vie. J'ai remarqué à l'usure, à l'expérience et à l'observation que si tu te fais allier de la gratitude et de la confiance, déjà tu débloques énormément de... Tu peux élaborer cet état d'esprit dans lequel toi tu avances, où tu fais les choses. Et tout à l'heure, tu disais, je célèbre pas mes micro-victoires. Mais c'est ça un peu la gratitude, justement. C'est une erreur. Je sais que c'est une erreur que je fais. C'est d'être toujours content de ce que tu as. Donc toi, tu veux absolument te dépasser pour être content de ce que tu as. Ce qui fait qu'on peut imaginer facilement que les jours où tu vas pas avoir exactement eu le ratio et le planning que tu recherches, tu vas pas être content. Et tu vas dire, j'aurais pu mieux faire. Mais je me suis passé le lendemain, quoi. Ouais, mais sauf que globalement, là, ce que tu génères surtout, c'est une espèce d'émotion quand même pas hyper agréable. Parce que tu vas te juger, tu vas être dur avec toi-même. C'est ce que j'allais dire. Et là, vraiment, t'es une merde. C'est vrai que, alors qu'en soi, à l'époque, j'avais pour habitude de noter 3 points positifs pour lesquels je suis grateful. Sur un cahier, j'écrivais. Je le fais plus trop en ce moment, mais c'est vrai, il faudrait peut-être que je le refasse pour me rappeler quand même un peu de. Mais c'est ça, c'est prendre le temps de célébrer un peu, pour. Puis, la gratitude, c'est vraiment envers tout, quoi. Envers tout ce que la vie t'a offert, envers ce que tu t'offres à toi-même,
ton environnement à laquelle tu gravites. Ok, et ça vous dit qu'on avance un petit peu? Non. Alors, j'avais un dernier point avant de passer à la conclusion de cette partie, on en a un petit peu parlé. Toi, du coup, tu t'es marié avec Shiva. Tu as eu 3 layers de mariage. Est-ce que toi, tu désirais vraiment te marier ou tu l'as fait vraiment pour le coup, le respect de la belle famille Respect. Plein de choses. Respect de la belle famille. Et aussi un truc, c'est que donc Shiva, en étant Khmer, elle a un passeport tout moisi. Et moi, j'ai quand même envie de voyager un petit peu besoin de voyager et de bouger assez régulièrement. Elle l'a eu, le passeport français? Non, ça prend un peu de temps. Justement, c'est pour ça qu'il fallait aller le plus vite possible, parce que entre le moment du mariage et le moment pour avoir un passeport, il va y avoir au moins 3 ou 4 ans, peut-être 5. Mais faut pas qu'elle vive en France pendant un certain temps? Alors, je t'avouerai que j'ai pas encore... En plus, ça change tout le temps. Donc, je me pencherai sur le sujet dans 3 ou 4 ans, mais je crois pas. Je pense que c'est pas obligatoire, mais il va falloir prouver que... déjà, je sais qu'il y a un test de français, mais là, à ce niveau-là, ça devrait être facile. On verra. Je t'avouerai que j'ai pas vraiment poussé le process. Je me suis juste renseigné auprès des gens qui vivent dans la même situation depuis des années. Alors nous, on avait, par rapport au mariage, on a beaucoup de... Enfin, j'ai été invité à de nombreux mariages khmer. Et pour moi, c'est vraiment horripilant. Parce qu'il y a trop de monde, c'est impersonnel, c'est expéditif, la musique est trop forte. Et du coup, c'est un très très mauvais moment que tu passes en général dans les mariages. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? J'étais invité d'ailleurs à ton mariage. Ouais, mais t'es pas venu. Ouais. Je suis très gêné là. Non, mais j'étais au Vietnam. Du coup, toi, ton mariage, tu l'as fait comment? Est-ce que toi, déjà, tu es d'accord avec le fait que les mariages khmer, le format, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'expo? Non. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve ça... c'est culturel. Donc, je suis d'une de ces... Voilà, j'ai pas vraiment d'avis à avoir. Déjà, je pars de ce principe, c'est que ça m'appartient pas. Et donc, en soi, j'ai pas vraiment d'avis à savoir s'ils devraient changer quoi que ce soit dans leur format. Non, je parle vraiment des choses pratico-pratiques. Trop de monde, histoire d'avoir plus d'enveloppe et plus de thunes. Musique trop forte. Moi, c'est vraiment ça qui me Ouais, mais alors, musique trop forte, déjà, elle est vraiment vraie. Là, selon la configuration, tu vas avoir les premières tables près des enceintes, ouais, tu vas prendre cher. Mais ça, ce truc de musique trop forte, elle a lieu perpétuellement. C'est pas que pour le mariage. Oui, c'est ils ont ce truc. Ouais. Et donc, eux, ça veut dire que eux, ça leur fait plaisir. Et donc, en soi, c'est pareil. Moi, j'ai aucun avis à donner là-dessus. Ouais, à part que tu t'aperçois qu'ils aiment un son saturé et des enceintes qui grésillent. Je suis pas sûr. Je pense pas qu'ils aiment. C'est juste que. Mais s'ils aimaient pas, ils baisseraient. Non, mais personne n'a. Personne n'a attaqué le problème, c'est tout. Mais je pense pas qu'ils aiment. C'est humainement impossible d'aimer ça, en fait. C'est ton tympan, il prend cher. Mais regarde, au début, quand on est arrivé, quand tu arrives au Cambodge et que tu es habitué aux tonalités des chansons françaises, déjà, ou western, déjà, quand ils arrivent ici, tu as l'impression qu'ils chantent faux. En fait, je sais pas si c'est une demi-tonalité ou je sais pas quoi. Les Khmer, ils chantent très très bien pour la majorité. Les Français, c'est l'inverse. Moi, je parle au début. Et à un moment, hop, tu t'habitues à cette demi-tonalité en moins. On parle pas de tonalité, on parle de décibels, là. On parle même pas de tonalité. Ouais, mais c'est un tout. C'est-à-dire qu'en soi, c'est ton approche. Au début, tu arrives, tu dis « Ah, il chante faux ». Et à un moment, en fait, tu t'aperçois que non, pas du tout. C'est juste que c'est une tonalité qui est différente à la tienne. Et toi, du coup, à ton mariage, tu as fait attention à ces petits détails, on va dire, pour l'user expérience? Ouais, mais nous, on a de la chance. On avait tout le centre Lotus. Donc déjà, on n'avait pas de salle. On avait une partie sous chapiteau, mais plein de parties extérieures. Et la scène, elle était loin. Il y avait combien de personnes à ton mariage? 450. Ouais, c'est pas mal. Et donc, ça faisait un L. Et la scène était loin. Et il y avait une grande piste de danse où il n'y avait pas de... 450. Attends, mais t'as 450. Putain, mais je sais. Wow, ça fait du monde quand même, 450. Ouais, c'est un gros mariage pour le coup. Non, ils disent petit mariage, juste un petit mariage, 450. Ouais, c'est ça. On m'a dit un gros mariage, c'est plus de 1000. Oui, d'accord. Pour eux, c'est. Mais du coup, c'était principalement des Khmers du côté de. Ouais, moi j'avais que 50 personnes de mon côté. Il y avait 400 personnes, c'est un truc de ouf. Toi, t'as des potes de France qui sont venus? De France, non. Plein de Français, mais de France, non. Mais on avait fait le mariage en France avant aussi. Et elle a trouvé 400 personnes à inviter, ta femme? Ouais. Ça n'a pas l'air de... Ça lui a pas posé trop de problèmes. Hein. Je pense qu'il pouvait facilement faire plus. Ça va, t'étais content, satisfait du mariage? Ouais, clairement. J'avais plus d'appréhension, un peu d'appréhension au début. Et en ce moment, j'ai passé une bonne journée.
Ouais, j'ai été agréablement surpris de ce que ça m'a fait. Je pensais pas. Mais moi, je pense que je jouerai le jeu pour le respect de ma femme et de sa belle famille et tout ce qui va avec. Mais par contre, ouais, musique, décibels supportables, pas trop de monde, etc. Tu vois. Ouais, mais tu vois, on en est à ce ratio. On a un ratio de 50 pour moi, 400 de chez eux. Moi, ce que je veux, c'est que la majorité passe un bon moment. Ouais. Et donc, je les laisse faire. Oui, Je te tout à dis, fait. j'ai même pas d'emprise là-dessus. C'est-à-dire que je me permets même pas de porter un regard sur la chose. C'est-à-dire que ça m'appartient pas. Ouais. Je les vois, ils sont quand même adultes, Mm. Responsables. Si eux, ça leur fait plaisir et que c'est comme ça qu'ils trouvent leur plaisir, en Ouais, soi, j'ai même pas c'est- d'avis ouais, à c'est- avoir là-dessus, quoi. Ouais, mais tu vois, comme moi, je vise plus. Le seul avis que je peux avoir, c'est personnel. moi, je je vais vis- dire, ah oui, c'est un peu fort. Pour moi, ce personnel. serait 100 personnes maximum. Et du coup, avec mes. Enfin, pas mes conditions, mais tu vois, je suis sûr que sur ces 100 personnes, il n'y en a aucun qui va kiffer. Enfin, moi, dans mon entourage, j'ai aucune personne qui kiffe du son à fond dans les oreilles, quoi. Enfin, Mais globalement, ouais, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Et puis moi, j'aime bien aussi le fait, tu sais, dans les mariages en France, tu sais, tu papotes avec tout le monde, tu deviens pote avec l'oncle de je sais pas qui. Au Cambodge, tu sais, tu vas dans les mariages, tu parles à ta table et vite fait la table d'à côté, et puis tu Ah, te mais casses, c'est quoi. pareil, parce qu'en soi, tu choisis pas tes positionnements. Donc en soi, tu te retrouves toujours avec des gens random là-bas et tu rencontres des nouveaux gens. À tous les moments, c'est un peu ça. Ouais. Là, j'en ai fait quelques-uns des mariages quand même depuis. J'avais l'impression. Les premières années, je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai jamais fait trop de mariages khmer. Bah, c'est moi, je me suis rattrapé, les gars. Vous êtes- Et puis est-ce que tu as tenu un petit carnet de notes qui a donné combien? T'essayes de Ah donner- ouais, alors ça, ouais, mais ils l'ont fait, Shiva, mais ça, ils sont obligés de le faire. Ouais, parce que quand tu vas... Parce que quand tu en y retournes, après, il faut savoir combien ils ont donné, blablabla. Ouais. Et donc, en fait, tu as une personne, tu as des tables où ils récupèrent l'argent, et eux, ils notent, déjà, petit à petit, comme ça. Bah, j'espère que toi, à mon mariage, tu donneras un bon billet. Hein. Moi Ouais. Mais t'es pas venu au mien. Ah donc oui, génial. mais je t'ai pas fait un petit... Parce que moi, tu sais, je savais pas qu'en fait, même quand tu viens pas, faut donner, en fait. Eh ouais, Et ben, j'ignorais. je vais te filer mon billet, mec, t'inquiète. Allez, petit transfert là, juste après là. Ok, très bien. Bah écoute, je pense qu'on on a assez parlé. Mais tu le savais parce que je me rappelle d'un message de toi qui me disait je viens pas, mais t'inquiète, je participerai, mec. Non. Je te jure que si je t'ai Putain. envoyé un message, Oh, fais chier. et juste jamais je t'ai envoyé le. Tu es Parce que moi, je m'en démasqué. tape, t'as vu. Ah Mais ouais. déjà, tu y avais pensé en me disant Ouais. je pourrais pas venir, je suis désolé, mais t'inquiète, je serai là pour participer Ah, s'il faut. Je te ferai un petit billet. Je te ferai un petit billet. Ce que Attends, je disais, moi, j'ai pas donné suite à ce genre de choses. J'en ai plein des gens comme ça qui m'ont dit j'ai pas pu venir, je peux t'envoyer des sous, mais si les gens, déjà il y a des gens qui C'est sont pour ça. venus qui n'ont pas donné d'argent et Ah ouais je m'en fous. C'est pour ça que vous Ouais. êtes perdu de vue en fait. C'est pour ça qu'il Pendant parle toutes particulièrement. ces années. Bon, assez parlé de toi, Jérémy. Merci. Pardon, quelqu'un d'autre. Non, je plaisante. Si tu avais des conseils à donner à des Français qui... Oh non, pas moi, j'aime pas donner les conseils. Bien sûr, en déjà. plus, tu étais un expert dans la matière. Oui, à des étrangers qui souhaiteraient se mettre en couple ou construire une relation, voire se marier avec une Khmer. Quel Ouais, conseil je donnerais-tu? le savais. Je le sentais que ça allait se finir par pas de conseils à donner. Oh, tu peux ne pas avoir Tu de dis ce que conseils. tu veux. Hein, tu dis, Non, non, mais pas moi, obligé de j'ai donner des aucun conseils, conseil hein. à donner à qui que ce soit, je crois, sur la vie de couple en plus. Ouais. Je suis pas un exemple, hein, ce que je dis. J'ai passé ma vie à passer de relations de 3 à 4 ans. Alors je pense que Ah bah quand même. la enfin, vie de couple, c'est pas vraiment un Encore- sujet où j'ai. quand on vous voit, enfin vous êtes mariés, heureux, vous avez des business ensemble. Voilà, vous êtes plutôt, Ouais, un beau parcours. mais j'ai pas de conseils à donner, c'est parce que j'ai de la chance, mec. Mm. Et que ça se passe comme ça. Mais c'est pas vraiment moi qui fait que la situation se passe comme ça. Elle se passe comme ça. Et donc j'y trouve mon bien-être. Mhm. Et donc je suis plus un chanceux. On revient à la même chose, gratitude. Ouais. J'ai la gratitude que ça se passe. Mais en soi, moi, j'ai pas de plan. Ok, bon bah Je écoute, sais si. pas grand-chose de moi-même pour en arriver Mm. là. Ok, bah très bien. Ce qui fait d'ailleurs que quand il y a certainement des moments où je pourrais éviter des polémiques, ouais, je rentre dedans à toute vitesse. moi. Donc Je- le conseil, c'est de ne pas donner de conseils. Ouais, moi, j'ai pas de plan en soi. hein. Je vis les choses et En tout cas, moi j'en ai donné. C'est- Hein. C'est faire attention à la belle famille. voilà. Je vais pas Alors, alors que je suis, alors qu'il est tout seul. alors que je suis célibataire et pas marié avec une Khmer. Donc voilà. Donc, je. C'est pas ça la magie. Tiens, ouais. C'est la magie d'Internet. On donne des conseils sans Tout le avoir monde peut d'espérance. parler de ce qu'il veut. Mais écoutez, en tout cas pour cette partie-là, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un a un mot à rajouter, que ce soit sur les différents topics, le mariage, les Khmer? Je sens un entrain démesuré. Je pense que ça fait oh putain, ça fait longtemps qu'on tourne. Je propose qu'on clôture ce podcast. Clôturons. Clôturons.
En tout cas, merci Jérémy d'être venu depuis le temps qu'on en parlait. Merci plaisir, d'avoir merci à vous de participé m'avoir tu es un des derniers invités de la saison. J'espère que tu as apprécié l'expérience. J'en suis ravi. Clôturer les saisons. On passera à ton café pour goûter des fleurs. D'ailleurs, je t'avais dit que je passerais. Je t'attends toujours. Je suis vraiment pas un bon pote. En tout cas, voilà, si vous avez un petit mot à faire passer à l'audience sur. Non, moi, à part venez découvrir restaurant La Table, le café à Takmao. Là, je suis en train de voir on va avoir une chef française normalement. Donc ça, c'est un peu info en avant-première. Donc on va mettre un accent parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu ou des cuisiniers khmer ou moi qui étais en cuisine. Et Toi qui étais en cuisine? Ouais. Et ma femme. Là, ça fait 4 mois que c'est que moi qui suis en cuisine. Ok, je viendrai quand. J'avais fait ça toute ma vie moi avant en fait. Ah ouais? J'ignorais. J'ai pas commencé ça ici quoi. Alors, est-ce qu'on terminerait pas avec le petit mot de la fin? La petite tradition veut que on demande à l'invité le mot de la fin afin de vérifier que tu connais les principes des réseaux sociaux ou pas. Tu sais, on demande ceux qui ont suivi le podcast jusqu'à la fin mettent le mot de la fin en commentaire. Ah ok. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ça peut être un mot. Poil de carotte. Poil de carotte, très bien. On finira sur poil de carotte. Merci. Très bien. Un ensemble de mots, mais bon, ça passe très bien. Il me va très bien. Ou en un mot, poil de carotte. Poil de carotte. Voilà, merci à tous. C'est la fin de ce podcast. Je commence à fatiguer aussi. Clap de fin.